Show. Le fameux show débarque. On parle d'actualité, de sport, de politique, de finances, de technologie, quoi faire, même quoi boire. Le fameux show. Des chroniqueurs qui n'ont pas le temps de s'ennuyer. Et la météo, quand ils annoncent 60% de pluie, nous on voit 40% de beau temps parce qu'il fera chaud pendant le fameux show. Le fameux show. Et Yeah, what up? It's Big Twins, Infamous Mall, Deep Camp, Queensbridge, New York. Yo, you listening to CJMD 96.9 FM, the only station for real hip-hop in Quebec. You already know. Let's go. c'est tellement d'actualité, le fameux show, encore en période de canicule. Salut tout le monde, bon lundi, ici Priscilla Audet en direct du CJMD 96.9 pour ton fameux show du retour en remplacement. Et aujourd'hui, j'ai nul autre que Lamia qui est en co-animation avec moi. Bonjour Lamia, bon lundi. Merci, bonjour Priscilla. Alors, tu arrives avec une belle robe d'été pour, encore là, une super émission. Tu arrives avec un sujet hyper pertinent qui va être très d'actualité, tu vas comprendre pourquoi. Plus tard dans l'émission, dans quelques minutes en fait, après notre intro, on a Julien Mboni qui est notre spécialiste de crypto-monnaie. Quelle chance qu'on a, nous, le show du fameux retour, d'avoir quelqu'un comme lui pour venir nous aider à comprendre, à vraiment être rationnel dans tout ça, parce que la seule chose qu'on ne peut pas avoir avec la crypto-monnaie, c'est des émotions. Alors, on va aller aussi plus tard dans l'émission avec Éric Gravel. On va parler... Taxer les riches, t'es-tu pour, t'es-tu contre? Cet homme a des idées, des opinions et est très généreux avec sa façon de partager tout ça. On va avoir la chance de le recevoir plus tard dans l'émission. Bon, pourquoi je te disais ça, Lamia? Ta chronique est pertinente. Commençons avec de l'humour et un grain de sel. Nous sommes en Mercure rétrograde. Je rigole déjà. Non, mais c'est parce que moi, j'ai des amis que j'ai vus en fin de semaine et que, dans ma tête, c'est des gens rationnels. Et c'est eux qui nous ont parlé de ça. Je la salue d'ailleurs, Alex. Écoute, je sais pas si ça va se reconnaître. Et j'ai fait des recherches parce que je me suis dit, si elle m'en parle, ça veut dire qu'il y a une couple de personnes qui regardent ça. Est-ce que toi, tu étais au courant, Lamia, que du 29 juin au 23 juillet, nous étions en Mercure rétrograde? Non. 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 OK. Ce que ça veut dire, ça, selon l'astrologie, c'est que Mercure gouverne la communication. Alors, si vous avez des problèmes, OK, et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'on est... Mercure est actuellement en rétrograde, en cancer, donc en plein dans le thème de la communication. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que tu peux avoir des malentendus, des textos mal compris, des conversations. Ça a l'air que tu peux pas te séparer de ton chum pendant cette période-là parce que ça serait pas de ta faute. Alors, calmez-vous les nerfs, OK? C'est quelque chose qu'on prend avec un grain de sel, mais c'est quand même... Ça peut peut-être nous aider à savoir à travers quoi on passe en ce moment. Mais là, ce que la science dit, bien sûr, aucune donnée sérieuse ne relie une planète de 77 millions d'années. On vient d'apprendre qu'elle a 77 millions de kilomètres d'années. 67 millions de kilomètres est ton voisin et te chicane pour sa clôture. C'est pas vraiment, ça se peut que ça n'ait pas rapport en réalité. Mais où ça avait du sens, c'est que tu arrives avec une chronique qui va parler des 5 langages de l'amour. Oui. Ben, ça va nous aider dans la communication. Exact. Et là, on arrive dans quoi? On est dans la période des vacances? C'est ça. Ça veut période dire... d'été, on passe plus de temps avec nos voilà! proches. C'est Nos pour ça proches. que ça m'a inspirée. Donc, je peux y aller? Oui, ouais, oui. Super. Donc, le langage de l'amour, on va souvent l'interpréter comme dans le couple, mais en fait, moi, je voulais l'élargir à nos proches, justement, nos amis, nos enfants, notre couple aussi, évidemment. On va y aller directement, droit au but, les 5 langages de l'amour. Je vais vous les donner, puis je vais vous donner quelques petits exemples pour que vous arriviez à identifier lequel vous parle le plus. Le premier, c'est les paroles valorisantes. Puis en même temps que je parle, là, posez-vous la question en même temps, OK, c'est quoi mon langage de l'amour? Paroles valorisantes, c'est tu es belle, waouh, tu m'impressionnes, ça me fait plaisir ce que tu fais, reconnaître à travers les mots. Les moments de qualité, ça c'est le deuxième langage de l'amour, donc aimer passer du moment de qualité, donc regarder juste une émission avec sa famille, aller manger au restaurant, faire un pique-nique, bref, peu importe, c'est passer un moment où on est connecté avec la personne avec qui on a envie d'être. Troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Cadeau, ça peut être un petit porte-clés ramené d'un voyage, un magnète, bref, peu importe, mais ça peut être une petite attention au final qui peut avoir un grand impact pour les personnes dont leur langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Les services rendus. Moi, mon chum, il est 100
là-dedans. Faire le plein d'essence, me rendre service, aller faire l'épicerie. Il veut vraiment me faciliter la vie. Donc lui, c'est vraiment important de rendre des services. C'est vraiment son... Est-ce qu'il y a des hommes qui n'ont pas ce langage de l'amour-là? Parce qu'on sait que les hommes tombent en amour en aidant la conjointe. L'énergie un peu masculine. Je me suis posé la question, mais moi, en tout cas, il est très fort dans ce langage-là. On aurait-tu une réponse? Penses-tu qu'on peut oser? On a la gracieuseté d'avoir notre prochain invité. J'ouvre le micro si jamais il y a une opinion. Est-ce que tu penses qu'il y a des hommes qui ont pas le langage de l'amour de rendre service à leur conjointe? Et si je regarde dans mon entourage, je pense que toutes mes amies, avec leurs femmes, ils sont un peu là-dedans, là, au niveau du service. Donc après, bon, ça dépend quel type de service. Si sont manuels ou pas manuels. Mais ouais. Okay. Je pense quand même que c'est ta raison par rapport à ce que tu dis. Ouais. Alors, Julien, il disait que dans ses amis, c'était commun de rendre service à sa conjointe, si je me trompe pas. Oui, exact. C'est juste qu'après, bon, le type de service, il y en a qui sont moins manuels que d'autres, donc ça prend différentes formes. Service, mettre du gaz, c'est pas besoin d'être manuel. Ouais. Exact, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Puis la mienne, tu précises qu'il ne paie pas nécessairement. Hein? Non, pas forcément. Il fait juste ça lui fait plaisir de rendre service à sa manière. Ça peut être préparer le repas aussi. On est normalement dans une relation équitable, mais ça peut être alterné ou le jour où la conjointe doit faire le repas, puis là, c'est monsieur qui dit non, laisse faire, je vois que t'es fatigué, je prends le relais. Ça peut être ça en tout cas. Au niveau de rendre le service. Le toucher physique, ça c'est le dernier langage de l'amour. Moi c'est le mien, par exemple. Oui, mais oui. Puis c'est drôle qu'il y en a qui ne l'aient pas. Puis je te salue à toi qui nous écoute, que tu n'as pas besoin de te faire toucher ou de faire un câlin. Je sais qu'il y en a, puis j'en reviens pas un peu des fois. Moi, c'est mon chum, il est assis sur le canapé puis qu'on se touche pas. Il y a un problème. C'est ce que je dis, moi? C'est parce qu'on n'est pas des amis. C'est souvent ça ma réplique. Donc, tu as nommé les 5 langages de l'amour, qui est les paroles de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Oui. Puis, le petit défi que je vous donne, au final, c'est amorcer cette discussion avec votre conjoint ou votre conjointe ou une amie, puis voir, OK, c'est quoi, toi, la manière dont tu te sens aimé? Pour avoir cette discussion, parce qu'on va se rendre compte des fois que, surtout entre conjoint-conjointe, parce que c'est les personnes qu'on voit plus dans notre quotidien, admettons, c'est peut-être que le conjoint, lui, c'est le toucher, puis que l'autre personne, c'est les paroles valorisantes. Donc forcément, quand il y a des langages de l'amour qui sont différents de l'un à l'autre, c'est intéressant d'avoir cette discussion pour parler le même langage au final. OK, je sais qu'elle aime le toucher physique, je vais me rapprocher d'elle parce que je sais que ça lui fait plaisir. Donc il y a aussi, sans se perdre non plus et se forcer mais c'est vraiment avoir cette discussion de quoi ai-je besoin pour me sentir aimée. Ben c'est ça. Puis la question c'est pas d'être capable de le nommer à l'autre personne, c'est être capable de le reconnaître, ce qu'on a besoin. Ouais. Est-ce que c'est vrai que dans ce qu'on donne, il y a quelque chose qui reflète ce qu'on a besoin? Ça peut, oui. Mais j'ai pas envie d'en faire une généralité parce que chaque couple et chaque personne a quand même son mode de fonctionnement. Puis, en général, on n'a pas juste un langage de l'amour. On les a à peu près tous, mais il y en a un ou deux qui vont vraiment sortir du lot. Puis, moi, j'ai envie de dire aussi que tout est temporaire, c'est-à-dire qu'à un moment de notre vie, on a plus besoin de tel langage de l'amour, puis on va exprimer notre amour de telle manière. Puis, à un autre moment de notre vie, ça peut varier aussi. Donc, tu penses que les langages de l'amour vont évoluer au cours de la vie? C'est possible. C'est vrai parce que quand on est plus jeune, peut-être qu'on a plus besoin de moments de qualité, de toucher physique, mais en réalité, on se rend pas compte que les paroles valorisantes ont un pouvoir très fort. Puis quand tu montes dans ta vie, tu te rends compte que là, des fois, peut-être que les paroles valorisantes ont un impact sur ta santé mentale et émotive. Puis peut-être, comme tu dis, dans les relations amicales, connaître aussi, tu sais, si tu as un ami qui a besoin de paroles valorisantes, puis toi, non, parce que tu t'en bats. C'est de le reconnaître, puis ça peut forger des liens plus forts, dans le fond. Bien sûr. Puis, je veux juste faire un disclaimer, c'est pas moi qui ai inventé ce concept. Oui, c'est Gary, hein? C'est ça, Gary Chapman. Salut, Gary. Je veux juste pas m'attribuer. Donc, c'est Gary Chapman. Il y a de la littérature là-dessus. Oui. Il a écrit un livre. Donc, si vous voulez même pousser un petit peu ce sujet, vous pouvez aller trouver dans les librairies. C'est très accessible. C'est vraiment... Puis, ça peut être une lecture. Vous pouvez faire conjointement, justement, pendant l'été avec en couple. Là, ça peut être intéressant. Et encore une fois, pensez aussi à vous questionner, c'est quoi le langage d'amour de mes enfants aussi ouais. Moi, je connais le langage d'amour de mes enfants, qui est différent du mien, d'ailleurs. Je serais curieuse, parce que je pense que j'en ai parlé avec mon filleul pour savoir, parce que j'en ai déjà parlé à eux,
il y avait une copine et tout ça, puis on avait déjà fait cette conversation-là. Puis je sais pas s'ils savaient. Donc, on pense C'est que les gens difficile. savent ça, mais peut-être pas. Quand tu es plus jeune, je pense, surtout jeune, Mais non, c'est enfants et adolescents, mes enfants, je sais pas si je leur posais la question, ils auraient la réponse, mais moi, en tant que leur mère, je les observe quand même et je sais que... Puis, à un moment donné, c'était plus le toucher physique. Ma fille était très physique. Puis là, bon, en grandissant, forcément, c'est un peu moins. Mais elle est jamais... Ça reste quand même. Elle est jamais fermée à un petit câlin et tout ça. Donc, mais moi, je trouve aussi comprendre le fonctionnement de nos enfants, ça peut aussi aider dans la relation. Pas juste le langage de l'amour dans le couple, mais avec nos proches. Parce que si l'enfant n'est pas compris, même parce qu'on parle de langage de l'amour, c'est pas nécessairement un langage d'amour d'amoureux, d'intimité amoureuse. Là, on parle vraiment de relationnel. Et ça fait tellement de sens que si ton enfant a besoin de paroles valorisantes et de toucher, et toi, tu es un parent qui n'est pas à l'aise avec le toucher, puis tu dis pas je t'aime, ça se peut que ça crée un vide dans cet enfant-là. Puis c'est pas grave, c'est pas de ta faute, là, mais Non, mais c'est bien. en le sachant, ouais, tu peux comprendre. Puis toi, travailler sur toi, parce qu'on se rappelle nous sommes les adultes, donc on est responsable aussi d'amorcer des belles relations avec nos enfants. Ils ont chacun leur personnalité. Mais moi, mon fils, par exemple, n'est pas du tout tactile avec les personnes. Mais moi, je le sais. Mais donc, je le force pas. Mais tous les soirs, avant qu'il se couche, il y a le petit câlin encore. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je prends. Est-ce que tu as un truc pour les gens qui veulent connaître leur langage de l'amour? Je pense que c'est la question vraiment, de quoi ai-je besoin pour sentir que je suis aimée? C'est vraiment ces questions qu'il faut se poser. Puis observer la personne, comment elle réagit aussi quand on exprime ce besoin-là. Je pense que en couple, ça va quand même être pas plus facile, mais les discussions peuvent vraiment apporter des beaux échanges là-dessus, puis avoir l'impression de ne pas être écoutée alors que la personne elle a besoin d'autre chose. Là, je pense que surtout là, cet été où on passe beaucoup plus de temps avec nos proches, ça peut vraiment détendre possiblement l'atmosphère, puis redonner un petit coup de boost aussi aux relations amoureuses. Oui, parce que je pense qu'apprendre à se connaître, ça fait partie de notre devoir personnel. Parce que si vous voulez vivre une meilleure vie, vous devez vous apprendre à vous connaître vous avant quoi que ce soit d'autre. C'était super intéressant. Alors, on va vous passer une très belle été. Et pour ça, vous devez avoir des bonnes relations. Et pour ça, vous devez vous connaître et savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Puis les langages de l'amour, c'est quand même super intéressant. Et si vous ne voulez pas tomber dans l'abysse de Mercure rétrograde, apprenez à communiquer. Bon, l'ami, on n'est pas le premier, on est le 6 juillet 2026. C'est encore une semaine de canicule, ou presque. C'est vraiment, je trouve que c'est positif, ça fait du bien. Et on a eu des nouvelles d'ailleurs au début du mois. Je ne sais pas si tu suis ça, puis c'est parfait sinon, parce qu'on a un spécialiste qui s'en vient justement, qui est avec nous, que je vais inviter à l'instant, que je vais vous présenter en bonne et due forme. On accueille Julien M. Bonny, qui est un spécialiste depuis 2014, si je ne me trompe pas. Oui, 2014-2013. Que tu as plongé dans la crypto-monnaie. Et grâce à toi, on va aller se mettre à jour dans ce qui se passe. Puis je te remercie parce que moi, je fais partie des gens intéressés, mais qui ne comprennent pas encore tout. Mais je ne suis pas quand même dans les réfractaires et tout ça. Tu sais, je suis comme un peu je suis vraiment au milieu, là. Je veux encore comprendre. Et on a tellement de désinformation qu'on a besoin de quelqu'un. Puis ce qui m'impressionne chez toi, mais ce qui fait que tu as du succès là-dedans, c'est que tu es quelqu'un de droit. Et comme je dis à la blague, mais c'est vrai, c'est qu'on peut pas avoir d'émotion avec la crypto-monnaie, sinon tu t'en sortiras pas vivant, là. C'est vrai, c'est vrai. Écoute. C'est vrai. Puis avec les années qui ont passé, on a tout vécu, là, parce que si on regarde le cours du Bitcoin, qui est la crypto-monnaie numéro 1, il y a eu des grosses montées, mais il y a aussi des grosses descentes également. Puis en ce moment, là, si on regarde le cycle, on est dans je le dis à la blague, là, en fait. Là, oui. C'est comme le moment que les crypto-monnaies sont morts. Donc, le Bitcoin est mort, entre parenthèses. Donc, ça intéresse moins les gens. Et donc, c'est ça. Donc, on est dans un marché baissier où on a baissé de près de 50% depuis les hauts de 2025. Et puis, l'engouement des gens est moins là. Mais, donc, moi, j'aime ces périodes-ci, en fait. Parce que c'est ces périodes-ci où donc, on a des nouveaux utilisateurs qui arrivent. Donc, ils se sont informés. Il y a moins de bruit aussi, parce que quand le Bitcoin est très élevé, c'est là que la désinformation, tout est vraiment au maximum aussi. Mais en ce moment, donc, c'est comme un moment comme plus tranquille. Alors, donc, les gens qui s'intéressent à la crypto-monnaie, donc, tu les vois, il y en a moins en moins, mais il y a moins de bruit. Donc, moi, j'aime mieux ces périodes-ci, en fait. J'aime ce que tu dis. Il y a moins de bruit. C'est comme si un spectacle avec un artiste qui est moins connu,
ben les gens qui vont y aller, c'est des vrais. Ouais, Et si tu as un gros nom, tabloïd, tout le monde va y aller parce que tout le monde pense qu'ils doivent y aller. Tu sais, moi, je suis allée voir Metallica, je m'excuse à tout le monde que vous êtes rock. On est une ville du rock, ça a l'air, mais ça donne bien. Ici, on joue du dance et du hip-hop. Hey, j'ai souffert, là. Mais je suis allée parce que tout le monde y allait. Bref, je salue à tout le monde, mes métalleux, là. Tout ça pour dire que si ça avait été un petit band, j'aurais pas accompagné ma gang, je m'aurais foutu de l'effet de masse, malgré que je m'en fous encore plus maintenant. Revenons à la crypto-monnaie. Ce que j'aime avec toi en ce moment, c'est ça. Mais là, d'emblée, un conseil aux gens qui ont investi, mettons, quand ils étaient... Ah, ils ont dit, hey, moi, il faut pas que je manque le bateau. Puis là, ils ont acheté le Bitcoin, était, je sais pas, 90 000. Puis là, il est rendu à... Aujourd'hui, j'ai aucune idée. Je regarde pas tous les jours. Dans les 60 000 en ce moment. Ça joue. Ouais. Mettons, qu'est-ce que tu leur dirais comme conseil à ces gens-là? Donc, il faut qu'ils reviennent au moment pourquoi ils l'ont acheté. Donc, c'était quoi votre horizon? Donc, est-ce que vous aviez un horizon à long terme? Donc, généralement, en fait, là, les gens qui investissent à la crypto-monnaie avant d'investir, ils savent qu'évidemment, c'est très risqué, c'est très volatile, puis il faut avoir des horizons à long terme. Et aussi, de voir le narratif. Donc, juste pour rassurer les gens, on est dans ce monde qui est numérisé. Donc, vraiment, là, je pense pas qu'on va revenir à l'âge de pierre, à moins qu'il y ait un cataclysme, mais les monnaies numériques vont faire partie de notre quotidien. On parle même d'identité numérique également. Alors, le Bitcoin a fait vraiment tout son sens. Et aussi les monnaies numériques des gouvernements qui vont être donc comme le stablecoin qui est adossé au dollar américain. Donc ça, c'est vraiment les plus grandes transactions. Les gens sont capables d'envoyer de l'argent à travers le monde. Puis les transactions sont réglées en quelques instants. C'est en temps présent, en temps réel. Exact. Ce qui est un peu capoté, comme on avait dit... L'exemple d'acheter ma propre voiture avec ma propre argent, il faut que j'aille physiquement à la banque, faire une traite bancaire. Là, il faut que je trouve l'adresse exacte à qui, marquée sur la traite bancaire, à qui doit recevoir l'argent. Écoutez, je vous le dis, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Puis donc, ce monde-là, c'est vraiment en train de changer et on est comme dans une période de transition où que là, les banques, si je regarde vraiment ce qui se passe aux États-Unis, ils sont en train de mettre l'infrastructure, les lois. Si je regarde au Canada, des fois, ils mettent ça vraiment compliqué pour les acteurs du milieu. Donc, nous, j'ai une entreprise, Adopto Technology. Ça fait bientôt 7 ans qu'on est en opération. Puis, on le voit là que la régulation devient vraiment stiff parce que c'est des gros joueurs aussi qui sont impliqués, qui sont les banques. Et évidemment, ils veulent quand même garder leur point de tarte par rapport à cela. Mais ça va se perturber parce que si tu es maintenant capable d'envoyer de l'argent comme tu envoies un message texte ou un tweet, comprenez que donc la situation que tu as vécue pour la voiture, tu n'as plus ça. Là. Donc, les gens vont juste aller où que l'argent peut bouger rapidement. Est-ce que, dans un monde qui n'est pas le mien et que je souhaiterais que c'est le mien, on parle des multimillionnaires, milliards, les milliardaires, même eux n'avaient pas, avant ce type de monnaie-là, le pouvoir automatique d'envoyer de l'argent, si je peux comprendre. Ils l'ont. Donc, est-ce qu'ils l'avaient? C'est plus rapide. Est-ce c'est qu'ils plus l'avaient? rapide, mais c'est pas autant. Donc, l'avantage qu'ils ont aujourd'hui en ce moment, c'est que maintenant, ils peuvent avoir des actifs dématérialisés. Donc, le Bitcoin, en fait, faut le voir comme un actif numérique. Alors, pense à quelqu'un qui a des actions, mais tes actions, tu peux pas les monétiser demain matin. Donc, pour les monétiser, il faut que tu les vendes, que ça passe par ton compte de banque, puis après, tu fasses un transfert. Alors que là, j'ai des bitcoins, où que je sois partout dans le monde, une personne peut juste télécharger une application mobile, puis je peux y envoyer des bitcoins. Et je pourrais investir, acheter un immobilier avec mes bitcoins ou acheter n'importe quoi avec ça. Donc, c'est autant un actif qui n'a pas de territoire, mais que je peux facilement monétiser également, ce qui n'est pas le cas de tout autre actif qu'on a, qui sont numériques. Puis ma question c'est que dans le fond, là, eux, là, que ça pouvait déranger, là, c'est-tu parce que l'accessibilité, la rapidité peut nuire à leur propre progression parce qu'ils vont avoir accès, je sais pas, moi, ils vont pouvoir acheter un terrain, un pays plus vite. Tu sais, ça peut aller loin parce qu'on parle de... Là, je parle pas de m'acheter une maison à Québec, là, sur le bord d'un lac à Québec. Je parle de des transactions immenses qui peuvent être beaucoup plus rapides. Donc, est-ce qu'il y en a qui se sentaient intimidés par ça? C'est les États qui sont intimidés par ça. Donc, si on regarde les entreprises, les particuliers, évidemment qu'on veut que ce soit fluide. Tout le monde veut un système qui n'a pas de friction. Donc, mais par contre, les États, c'est la première question, c'est comment maintenant tu vas taxer les biens et services ou même imposer. Parce que plus on va, on le voit qu'il y a un besoin de plus, donc d'aller recueillir plus d'impôts pour les infrastructures et tout ça. Donc ça, c'est leur questionnement. Mais même malgré cela, avec ces monnaies numériques, il est possible de le faire. Mais ça change carrément comment
comment les États vont interagir aussi avec les citoyens. Donc, par rapport à ça. C'est très intéressant parce que c'est pour ça que je me dis, quand on dérange, il y a une raison en dessous de ça, tu sais, mettre des bâtons dans les rues et tout ça. Puis pour finir ça me fait un peu le comparatif. En ce moment, Québec, il y a beaucoup de difficultés par rapport au Airbnb, tu sais. Les villes et tout ça, ils veulent plus, on dirait que les gens... Ils disent que c'est parce que c'est la pénurie de logement, mais c'est un autre topic. Revenons à la crypto-monnaie, que je trouve que le lien était quand même perçu. On dirait que c'est tannant, les gens qui réussissent différemment de l'État. Hein? Ça dérange. La désinformation, justement, parce que je t'avais partagé une vidéo, tu dis qu'il y a des influenceurs, puis tu sais, comment on fait pour savoir qui dit vrai? Parce qu'on se nourrit de où de l'information? Parce que là, le Bitcoin est mort. Là, vous devrez vous acheter cette monnaie-là. Puis le meilleur qui l'a fait, ben, c'est bien Trump, hein, parce que... Il en a profité. Hey. Ouais. Non, il disait que c'était l'un des présidents, ça c'est une petite parenthèse, là. Oui. C'est l'un des présidents, je pense que l'année passée, il a fait plus de 3000 transactions boursières. Puis en crypto-monnaie, c'est 1,4 milliard de dollars qui a extracté des marchés des crypto-monnaies. Donc, autant ça a été une force positive pour les crypto-monnaies, donc depuis qu'il est dans l'administration, autant ça a été négatif pour les cryptos parce que, donc pour nous, que ça fait longtemps qu'on est dans le milieu, ce que ça fait, c'est quoi? C'est qu'on voit que les nouveaux utilisateurs, parce qu'il est vraiment polarisant comme président, puis même son administration, mais c'est comme en tant que manifestant, tu n'es pas d'accord nécessairement avec ce qu'il fait. Alors, si tu comprends pas déjà c'est quoi que ça va amener le Bitcoin, puis voir les visions d'avenir, mais tu vois qu'il y a ce président qui va en faire la promotion et si tu es contre lui, mais tu vas venir pas nécessairement boycotter, mais d'une certaine manière, tu vas pas être attiré par les crypto-monnaies ou associé directement. Et donc, ça fait qu'il y a des gens qui passent à côté de cela et qui en auraient potentiellement de besoin. Puis l'autre chose, pour revenir au niveau des influenceurs, les crypto-monnaies et tout ça, c'est qu'il faut quand même faire une distinction. En ce moment, là, il y a des millions de crypto-monnaies. Okay? Mais 99,9% de toutes ces crypto-monnaies-là sont des, comment je peux dire ça, des schemes pour financer ou pour favoriser. Donc, c'est comme des montages financiers pyramidaux qui sont là pour financer vraiment les gens qui les émettent. C'est comme si quelqu'un a créé sa propre crypto-monnaie, il va vous vendre un rêve, puis il dit « utilisez ma crypto-monnaie ». Donc, il faut vraiment faire attention à cela. Et pour les gens qui s'y connaissent pas, peut-être tout simplement se concentrer au Bitcoin, qui est la crypto-monnaie numéro 1, qui a plus de 60% de toute la valeur du marché, c'est dans le Bitcoin, malgré 16 ans d'existence. Parce que, on ne sait pas c'est qui le fondateur, on sait il y a combien de Bitcoins qui sont en circulation et il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'autorité centrale qui vient dicter ou dire voici comment utiliser tes Bitcoins ou qui a un contrôle par rapport à cela. Et donc, moi, je conseillerais les gens vraiment à commencer par ça avant d'essayer de... Parce que je le comprends, la psychologie humaine, c'est que tout le monde veut faire de l'argent. Hein? Donc, on veut... puis surtout dans les moments actuels où que le coût de la vie est élevé et tout ça, on veut trouver un edge. Donc, on veut essayer de faire de l'argent. Et alors, on regarde le Bitcoin qui a plus de 60 000. On se dit, peut-être que la majorité des gains ont déjà été faits. On comprend pas que, en ce moment, c'est l'une des crypto-monnaies qui en a le moins en circulation. Donc, il n'y en aura pas plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Puis, il y en a déjà 20 millions qui sont déjà émis. Puis, les autres crypto-monnaies qui sont proches de 1 ou 2 $ ou 10 $, mais c'est des milliards en circulation. Donc, il y a le billet d'unité. Alors, c'est normal qu'ils valent 1 $ parce qu'il y en a des... Ils n'ont pas de valeur, plus qu'il y en a, moins que ça vaut cher. Exact. Il y en a plusieurs. Et en plus, sont centralisés. Donc, ça va contre la philosophie des crypto-monnaies par rapport à ça. Donc, il y a quand même... Ça revient souvent à cela. Donc, c'est souvent au niveau de l'éducation, en fait, aussi. Donc, il faut quand même que... C'est difficile, mais tout ce que les gens vont voir sous les médias sociaux qu'on regarde, que c'est indéniable, hein, les TikTok, Instagram et tout, mais il faut que les gens aient un esprit critique quand même et qu'ils prennent la peine aussi d'aller s'éduquer par eux-mêmes. Mais vas-y, tu as une question, la mienne, je te laisse aller. Juste pour reprendre, donc finalement, si demain je décide que je veux investir dans la crypto, je vais sur du Bitcoin, mais est-ce qu'il y a une application? C'est quoi un petit peu... si demain j'ai envie de m'y mettre, c'est quoi que tu me conseilles comme étape de base? Mais nous, on aide les gens à d'appeler acheter. Julien. Ouais, exact. Donc, c'était à Québec. Parce que je te connais pas, donc c'est ouais, parfait. exact. Donc, on a une entreprise qui est régulée. Donc,
Okay. Vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec nous, là. L'important, c'est de faire affaire avec des entreprises qui sont régulées. Okay. Parce que quand il est question de transférer des dollars canadiens en crypto-monnaie, donc oui, vous pouvez le faire avec une amie de confiance qui va monétiser sa crypto-monnaie, mais vraiment, là, utilisez les plateformes qui sont régulées, donc qui ont leur permis d'exploitation ici, parce que vous allez faire un virement bancaire à ces plateformes-là. Puis ça, après, c'est mentionné sur leur site? Oui, exact. Okay, Puis vous êtes capable de vérifier leurs permis également, là, qui sont à jour. Donc des entreprises qui sont enregistrées au Canada. Donc, nous, Adopto Technology, on est enregistrés au Canada. Et puis après, l'important au niveau de la crypto-monnaie, c'est pas comme tes comptes d'investissement à la bourse. Donc, c'est pas tu vas placer de l'argent chez un courtier, puis tu l'oublies, comme un compte de retraite et tout ça. Okay. C'est vraiment, il y a la notion de possession de la crypto-monnaie dans tes propres applications ou des appareils spécialisés, ou que c'est vraiment juste toi qui as accès à ta crypto-monnaie. Puis ça, on pouvait en parler tantôt, là, Priscilla, c'est que une des raisons pourquoi, évidemment, on est dans ce marché baissier, c'est que autant qu'il y a eu beaucoup de désinformation, c'est qu'il y a eu énormément de fraude par rapport à ça. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait voler leur crypto-monnaie ou qui se sont fait berner carrément, qui ont passé par des plateformes quelquefois qui étaient régulées ou qui n'étaient pas régulées, ou que c'est ce qu'on a remarqué surtout au niveau de 2025. Le Canada et les États-Unis ont été la cible vraiment là, de ces centres d'appel là, improvisés qui sont basés en Europe de l'Est, ou que c'est des gens là, qui appellent toutes les personnes âgées. Parce que par capita, le Canada et les États-Unis, c'est les endroits qui ont le plus de personnes fortunées, je peux dire, plus âgées. Et donc, il les appelait, puis il dit « Hey, t'as investi en crypto-monnaie en 2015 ». Ah oui, je m'en souvenais pas. Oui, on a un site ici qui le prouve. Donc, il faut juste que tu t'inscrives sur ce site. Puis, paye-nous un peu d'argent, puis on va te renvoyer l'argent. Puis là, ça finit plus de finir. Donc, ça a vraiment amené un discours vraiment négatif autour de la crypto-monnaie. Ça n'a vraiment pas aidé du tout. Mais c'est important que quand tu achètes, mais tu en prennes possession. Donc, c'est vraiment, c'est un autre aspect, puis c'est une autre philosophie par rapport à ça. Julien, il est beaucoup trop humble, OK, tout le monde, parce qu'en réalité, avant de le rencontrer, sachez que moi, en tant que... Parce que là, moi, pourquoi je vous amène des informations comme ça, c'est que, chers auditeurs, je trouve ça important et pertinent qu'on se nourrisse d'informations pour la crypto-monnaie. Ça fait partie de notre vie et ça ne partira pas. Et avant de le rencontrer, j'ai tout essayé. Je suis allée sur plein de plateformes. Je me suis nourrie de plein d'informations que les gens que je connais ont de la crypto-monnaie. Je suis allée même voir un gars qui m'a donné une mini-conférence. Je l'ai écouté et je ne savais plus vers où me lancer jusqu'à temps que je rencontre ce gars-là, que justement, lui, il est licencié. Et aussi le fait, il ne voulait pas me vendre. OK? Mais il y avait toutes les informations. On a parlé 1 heure avant de faire une transaction, puis je ne dois pas être sa plus grosse cliente, on va se le dire. Tout ça pour dire que j'ai fait mes recherches, puis oui, il y a beaucoup de plateformes. C'est drôle, j'arrête pas d'avoir des emails de ces plateformes-là. Des choses qui ont changé, la sécurité, tu sais, crypto.com, je sais pas trop quoi, là, il y a plein d'affaires. Oui, non, c'est ça. Il y a énormément de plateformes, mais... l'important, c'est de ne pas les laisser sur ces plateformes-là. Tu peux les utiliser, les crypto.com, Coinbase. C'est pour ça que je te trouve trop humble, parce qu'avec comment ça fonctionne avec lui, c'est qu'il t'explique. Puis moi, tu sais, j'ai une clé. Je trouve que c'est un accompagnement sécuritaire pour quelqu'un comme moi puis toi, ou peu importe, cher auditeur qui veut commencer. T'es accompagné, tu sais, c'est comme acheter une auto neuve, tu sais, tu l'achèteras pas sur Marketplace, tu vas l'acheter usagé sur Marketplace, mais tu t'achètes, mettons, un véhicule de 100 000, j'essaie de faire une valeur parce que c'est quelque chose que tu ne connais pas, tu vas aller vers un professionnel, c'est la même chose avec Julien. Oui, en fait, c'est que ça me faisait mal au cœur parce que on reçoit des appels, là, des gens que, hey, j'ai investi sur telle plateforme. C'est quoi cette plateforme-là? J'en ai jamais entendu parler. Puis ils me disent les sommes. Et t'es comme... C'est un peu mon droit, d'une certaine manière, d'aider les gens que leur première expérience soit bonne là-dedans. Et je le dis, c'est vrai, là. Pourquoi la crypto-monnaie à mauvaise presse? Il y a les fraudes. Donc, c'est plus que jamais. Donc, il y a eu une redirection des fraudes parce que pour les fraudeurs, c'est plus facile maintenant ils n'ont plus besoin d'aller voler la banque ou de faire des braquages. Exact, physiquement. C'est moins dangereux. Hein? Donc, ça c'est beaucoup lié au niveau de la crypto-monnaie. Une autre des raisons aussi pourquoi ça a baissé beaucoup récemment, c'est que la spéculation, en ce moment, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Alors, vraiment, les gens sont comme... C'est le buzzword. L'attention des gens est là-dessus. Alors, l'argent qu'ils auraient mis pour
tout ce qui est des investissements à risque, parce que la crypto-monnaie, c'est encore considéré comme un investissement à risque, sauf pour les gens que ça fait très longtemps qu'ils sont là-dedans. Donc, maintenant, ils l'ont juste transposé à l'intelligence artificielle. Donc, c'est juste normal par rapport à cela. Donc, puis même les compagnies, c'est la même chose. Donc, ils réinvestissent énormément au niveau de l'intelligence artificielle. Quand, comment il s'appelle? Barrett, lui qui avait beaucoup là, d'assets là, aux États-Unis, là, quand il sortait son argent, ça faisait comme un émoi là, dans la bourse. Là, j'ai Barrett dans ma... Warren Buffett, okay. Excuse-moi. Okay. Ouais. Ça ressemble à ça. Donc, si les gens ont retiré leur argent dans la crypto pour aller mettre dans la technologie, c'est ce qui fait qu'en réalité, le Bitcoin n'est pas moins sécure, c'est juste qu'il y a une fluctuation. Il y a une fluctuation, mais nous, on voit le volume. C'est que l'utilisation au niveau de la crypto-monnaie, c'est principalement le Bitcoin et les dollars numériques. Donc, les gens qui utilisent pour faire des transferts internationaux ou les entreprises qui payent leurs fournisseurs à l'étranger en dollars numériques, les stablecoins. C'est vraiment ça les utilisations. La raison de la baisse de la crypto-monnaie, beaucoup, c'est que la spéculation qu'il y avait, donc tu sais, toutes les crypto-monnaies des fois qui explosaient ou qui chutaient, toutes ces spéculations des meme coins et tout ça, et donc cet argent-là a disparu. Et s'est transposé ailleurs. Et donc, dans les endroits que c'est allé beaucoup, c'est au niveau de l'intelligence artificielle, parce que tu sais, c'est vraiment le vecteur d'avenir également. Alors, c'est ce qu'on voit beaucoup. Puis aussi, mais quand les gens ils se font frauder une fois, bon, tu vas réessayer une deuxième fois, mais 2-3 fois, tu apprends, alors tu vas pas faire les mêmes erreurs aussi. Donc, c'est ça aussi. Là. Donc, on l'a vu avec le président qui avait fait ses meme coins et tout ça. Donc, il y a comme une mauvaise presse qui a amené, mais il y a beaucoup de gens qui sont fait flouer. Et puis, ben, qu'aujourd'hui, ils veulent plus toucher aux crypto-monnaies à cause de cela. Mais est-ce qu'il réalise? Lui, s'en fout un peu parce qu'en plus, peu importe la transaction qui se fait encore sur son meme coin, il fait de l'argent. Que ce soit une vente ou un rachat, je ne sais pas trop, je suis allée voir, puis presque 1 million de personnes ont perdu de l'argent avec le meme coin de Trump. Oui, mais en fait, même quand c'était sorti, c'était écrit vraiment que les gens allaient perdre de l'argent, mais il y a toujours, c'est la psychologie, vous parliez de la psychologie tout à l'heure, tu te dis, il y a des gens qui ils savent que c'est potentiellement frauduleux, mais ils sont comme, tout d'un coup, que c'est le fear of missing out, donc tu veux pas manquer le bateau. Puis là, mais ça te joue des tours et les gens ils mettent de l'argent, malheureusement, qu'ils sont pas prêts à perdre. Et donc, ils sont à voir à ce niveau-là. D'ailleurs, si vous avez des questions, là, vous n'êtes pas obligé de vous nommer, je ne vous nommerai pas en ordre, mais vous pouvez texter au 418-903-5969. Textez-moi au 418-903-5969. Et si tu me textes une question, je vais te donner un parfum Sleek Scent, un parfum haut de gamme pour ta voiture. N'importe quoi sur la crypto-monnaie pour notre spécialiste Julien. Et je veux vraiment qu'on revienne sur qu'est-ce qu'on fait avec les vidéos des gens qui disent des choses comme le Bitcoin est mort, il faut que tu investisses dans le XRP. Et là, ça a l'air vrai. Là. Puis ils se croient, puis c'est des gros noms sur les réseaux. Là. Je peux pas, faudrait que je regarde sur la vidéo que je t'ai envoyée, je me rappelle pas. Je comprends qu'il ne faut pas jouer dans les émotions, mais comme je te dis, on peut pas les écouter parce que si... Il faut les utiliser comme baromètre. Donc, en fait, comment je peux dire ça? C'est que moi, je les vois venir, j'écoute, et donc c'est un marché qui est ouvert. Il va y avoir la place pour plein de crypto-monnaies. Il y en a qui n'ont aucune utilité, il y en a d'autres que oui, mais ça donne aussi un baromètre. Donc, le baromètre, c'est le suivant. Si les gens sont prêts à prendre du risque dans des crypto-monnaies, c'est vraiment spéculatif, ben on est peut-être dans un cycle qu'il y a de l'argent, les gens ont de l'argent de plus. Okay? Donc, il y a beaucoup plus d'argent en circulation. Mais quand tu regardes aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et puis aussi, les taux d'intérêt sont quand même élevés et le coût de la vie monte. Alors, c'est ce qui explique que l'argent donc excédentaire, donc les gens qui sont en crypto-monnaie vont vraiment juste se concentrer dans le Bitcoin. Donc parce que c'est une valeur refuge pour les gens qui sont en crypto-monnaie, c'est comme l'or numérique 2.0, mais ils vont moins spéculer donc sur les autres crypto-monnaies là, spéculatifs. Et quand on regarde les graphiques de ces crypto-monnaies-là, ben ils sont tous en train de chuter là, beaucoup plus que le Bitcoin. Donc, mais eux autres, ils se croient là, quand ils disent que le Bitcoin est mort puis le XRP, c'est l'avenir? Ou ils sont payés pour le dire? Il y en a qui sont payés, il y en a qui sont trop investis et qui veulent monétiser malheureusement leurs followers. Donc, c'est malheureux à ce niveau-là. Puis c'est aussi, d'autres fois, c'est des clickbait. Donc, tu sais que tu vas amener l'attention des gens par rapport à ça. Donc, mais oui, utilisez-les comme baromètre de comprendre c'est quoi l'appétit du risque. On peut le voir ça me comme fait penser un peu aux politiciens, gang. On parlait de ça avec Irénée, qu'on va recevoir encore d'ailleurs
demain, il ne faut pas que je me trompe, le spécialiste politique, quand c'est trop beau, là, quand c'est trop gros, quand c'est trop intense, là, ça, c'est vraiment l'avenir. Là. XRP, là, mettez tout votre argent là-dedans. Là, le Bitcoin, c'est mort. Mais posez-vous les questions. Pareil, si tu rencontres un gars puis qui te dit « Hey, toi, là, t'es la femme de ma vie, on va aller se marier à Las Vegas, puis ça fait 2 semaines que tu le connais. » là. Pose-toi des questions. Garder son esprit critique, c'est ce que tu disais, en toutes circonstances. Hey, c'est vraiment pertinent. On a fait le tour avec Trump. Quel personnage... comme tu dis, qui crée des polémiques, qui nuit au Bitcoin, mais qui a aidé, c'est vraiment une médaille à double tranchant parce qu'il le fait connaître en même temps, parce qu'il l'amène à l'échelle mondiale, mais aussi dans les pays maintenant. Là. Mais en fait, c'est qu'il y a eu un switch aux États-Unis. Beaucoup d'entreprises en crypto-monnaie. On est passé de... C'était très difficile de faire affaire aux États-Unis. Puis avec les Américains, à l'administration Trump est arrivée. On parle de plus de 330 millions d'habitants. Là. C'est la puissance numéro 1 ou 2 quand même. Donc, puis c'est le pays qui est le premier consommateur dans le monde. Alors, donc, on est passé au niveau de la crypto-monnaie, c'était banni pratiquement, à maintenant, on veut amener le hub. Donc, on va amener les entreprises chez nous. Mais le double tranchant est que, mais là-dedans, il y a quand même beaucoup de crypto ou de plateformes ou de sites qui sont pas quand même nets. Et aussi, mais évidemment, l'administration Trump, là, je parle pas juste du président, là, je parle et de ses chums et de tout le monde, en fait, dedans, ben ils font des deals et ils en profitent. On les a vus avec les paris. Donc, en ce moment, on est dans une ère où ils ont démocratisé les paris. Démocratisé. Ils ont dérégularisé les paris. Alors, les plateformes telles que Polymarket ou Kalshi, donc les trucs de paris sportifs et tout ça, c'est rendu vraiment... Il y a des usines à perdants. C'est des gens qui gagnent un salaire moyen de base, qui sont filmés pendant 8 heures de temps de jour, puis ils jouent à plein de sports. Puis ça nourrit les paris sportifs. Ça va loin de même. C'est comme il y a des usines à sport juste pour nourrir des paris sportifs. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Ça, non. Je connais moins ça. Moi, je suis pas dans cet univers-là, mais j'ai quand même vu... ce que je vois vraiment, c'est que c'est malheureux. En fait, on a la génération, les jeunes, les jeunes en ce moment, on a vraiment désensibilisé au niveau des paris. Puis même au niveau des influenceurs, on le voit de plus en plus, ils commencent à... Ou même dans les sports, des fois les publicités, mais ce sont les plateformes de paris sportifs qui vont les faire. Et donc, aux États-Unis, autant ils ont démocratisé au niveau de la crypto-monnaie, mais aussi ont enlevé la déréglementation au niveau des plateformes de paris. Mais là, ça fait qu'on a ce nouveau mot, là, les predictive market. Okay? Donc, on peut parler de paris, mais que maintenant, les gens peuvent miser sur n'importe quoi. Mais ça amène cette philosophie de l'investisseur à court terme. Donc, on veut le gain rapide à court terme. Mais les gens ne comprennent pas. Le Bitcoin, pour qu'il se rende, je donne un exemple, le Bitcoin qui se rend aujourd'hui à 60 000, c'est 16 ans. C'est sur 16 ans que ça a vraiment monté. Là. C'est pas du jour au lendemain. Puis aucune crypto-monnaie que du jour au lendemain, les gens vont investir, puis en un mois, ils vont faire 200-300%. Là. C'est pas vrai. Mais malheureusement, on est dans cette ère-là de l'instantanéité qui fait que justement, ça rentre dans ce que tu disais. Là, au niveau des influenceurs, les gens vont crier. Puis, les gens, en plus que ça te coûte de plus en plus cher, tu veux faire de l'argent rapidement. Mais malheureusement, ça t'amène à en perdre très rapidement. Dans le fond, c'est dans toute la qualité de nourriture. Tu sais, le fast-food, ça te mènera pas loin. Monétairement, c'est la même chose. Là. C'est inquiétant parce que moi, quand j'entends que... Puis, je connais pas les termes de ce que ça signifie derrière dérégularisation. Mais moi, je pense à l'addiction aussi. Quand tu parles de Paris, je vois les casinos. Ouais. Puis on le sait, là, je me questionne derrière s'il n'y a pas une volonté d'asservir encore un peu plus, possiblement, ces citoyens. Puis les jeunes, quand on est jeune, notre cerveau, il n'est pas terminé de former. C'est facile de devenir addict. On voit avec les réseaux sociaux, là, ils ont ça très, très jeune dans les mains. Shoot de dopamine. Je trouve ça vraiment inquiétant quand j'entends que... Mais c'est ce que je voulais dire, justement. Puis, c'est vraiment qu'on désensibilise par rapport à ça, alors que c'est sérieux. Exact. Oui, c'est dangereux. Ouais. On le voit que même quand on est adulte, il y a des personnes qui tombent dans l'addiction, justement, des paris. Puis même pour la bourse, l'investissement à la bourse, toutes ces plateformes-là, les Robinhood et tout ça, comment qu'ils les ont gamifiés. Donc, tu vois, sur la plateforme, ils la rendent vraiment facile, lichée pratiquement, mais qui a encore ces aspects-là d'amener
à ta psychologie que c'est pratiquement un jeu, alors que tu es là pour investir. Donc, c'est ça qui est un peu malheureux. Que je dis pas que c'est le monde des crypto-monnaies qui a amené ça, mais tout est comme rendu mélangé parce que tu peux autant investir à la bourse, sur ces mêmes plateformes que tu peux investir à la bourse, tu peux aussi investir en crypto-monnaie et aussi maintenant en ce qu'on appelle les predictive markets. Et sur la météo, sur le sport et tout, sur la même plateforme. Donc, tu vois que ça devient mêlant pour quelqu'un qui veut investir pour son avenir à long terme. Il y a un clic de faire un mauvais choix, de faire un bet plutôt qu'un investissement. C'est à s'y perdre, mais c'est ça leur but aussi, c'est un peu de savoir quoi penser. Puis, tu sais, j'ai déjà semé la polémique, moi aussi, pas par choix, mais j'avais partagé quelque chose ici sur les ondes et je vais leur partager à nouveau de façon plus détachée qu'il y aurait des équipes dans le sport qui seraient prédits d'avance de gagner ou de perdre selon les paris, qui seraient plus... Vegas prendrait plus la décision de dire, ben là, que telle équipe gagne pour justement contrôler les paris. Puis là, justement, en janvier, je viens de voir en janvier 2026, il y a encore eu un scandale de la NCAA aux États-Unis. Donc, c'est le basketball. Une enquête fédérale a impliqué des dizaines de joueurs de basketball universitaires et des professionnels dans un vaste réseau de corruption pour truquer des matchs en échange d'argent. Ouais, ça existe partout, en fait. Ouais. Mais on m'a dit que non, tu sais. Mais c'est sûr qu'il faut se rendre compte, à l'évidence, c'est choquant des fois de se dire ça, ce que tu écoutes, tu te nourris de d'un sport. Tu sais, on parlait de soccer tantôt, toi, tu suis 2 équipes. Mais c'est sûr que ça fait mal de savoir peut-être que qu'est-ce que tu regardes peut être un peu faux, hein? Mais on se questionne, c'est ça. Tu as le droit de te questionner aussi des fois quand tu vois... encore une fois, on revient toujours à garder son esprit discernement, critique. exactement. Ouais. Questionner, après on y adhère ou pas, on se fait notre propre opinion. Mais garder son esprit critique en toutes circonstances, je pense que c'est vraiment la phrase du jour qu'il faut retenir. Puis pour avoir du succès comme Julien, puis du succès, je sais que justement, t'aimes pas ça que je dis ça, mais... en faire une carrière, ça prend quelqu'un comme ça qui a beaucoup de discernement, beaucoup de... Tu réfléchis parce que si tu étais comme trop... tu sais, j'imagine, tu sais, on a des carrières que c'est plus passionné, que c'est plus émotif. Oui, non, notre milieu, je peux te le dire, c'est quand même très difficile pour les entrepreneurs dans notre milieu. Ouais. Donc, les plus sérieux vont durer sur le long terme, sinon, les gens, c'est de passage. Donc, moi, ça ne dure pas longtemps. On a le temps pour une question? Oui, certain. Parce qu'on parle beaucoup justement de l'investissement en bourse et tout ça. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un côté... Là, on sort de ce que tu dis, justement, intuition aussi? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle inconsciemment tu fais appel ou pas du tout? Oui, ça, en fait, évidemment, moi, je suis très souvent rationnel, mais je suis vraiment content que tu amènes ce point-là. Donc, quand je parle à des investisseurs, donc souvent, là, une bonne partie de ma clientèle, ce sont des entrepreneurs. Ils ont des compagnies de gestion et puis là, donc, sont en mode de comment je fais, comment je réinvestis mon argent, ce que j'investis je fais des investissements alternatifs et tout ça. Et donc, on va se rencontrer, on se parle. J'ai dit, voici, bon, tu t'es intéressé par rapport au Bitcoin, j'explique et tout. La décision vient toujours à son gut feeling. Donc oui, il est prêt à investir, mais le moment qu'il va le faire et avec qui il va faire affaire, ça vient toujours avec ton gut feeling, ton intuition. Puis même à ça, en fait, moi, c'est ce que je crois, là, pour toutes les grandes décisions qu'on a à faire dans notre vie, que ce soit l'achat d'une maison, que ce soit la personne avec qui on va être, on sait au fond de nous, finalement, c'était quoi la décision à prendre. Tu vas t'éduquer au maximum, tu vas prendre l'information partout, mais tu le sais, là, il y a une petite voix intérieure, tu le sens là, dans tes tripes, si je peux dire. Ouais, c'est une bonne... Il y a une théorie pour ça que j'avais déjà parlé. J'appelle ça la théorie du fuck yes ou fuck no. Désolée pour les auditeurs en ondes qui sont pas majeurs. C'est qu'en réalité, si c'est pas un oui tout de suite, c'est que c'est un non. Okay. Sauf que ça ne veut pas dire que ça ne changera pas dans une semaine ou 2. Mais sur le moment, sans nécessairement être un coup de tête, que ce soit pour un morceau de vêtement et tout ça. Fait que si tu es comme, je suis pas sûre, ben c'est un non en réalité. Ouais. Fait que va pas de l'avant ou dors 24 heures, comme dirait Renan Gélil. On prend pas de décision en bas de 24 heures. Ben après ça, tu es plus éclairé. Mais souvent, le peut-être, mais il est bon des deux côtés. Comme, mettons, je fais le Hyrox, moi, samedi, là. J'étais pas sûre de le faire, mais je savais que j'étais pas sûre de pas vouloir le faire. Fait que j'ai penché pour le oui. Parce que le non me rendait pas heureuse. Je me sentais pas bien dans le non.
Fait que je suis allée vers le oui parce que c'était peut-être plus la peur que d'autres choses. Fait que, tu sais, avec toi, j'ai pas eu peur, Julien, justement parce que dans l'indécision de quelqu'un qui connaît pas la crypto-monnaie, te donner tellement d'informations qu'on peut juste se sentir en confiance. Puis j'aimerais ça, justement, d'ailleurs, que tu rappelles aux gens comment qu'on te rejoint. Oui, notre site web, donc adopto.ca. Donc, les gens peuvent aller sur notre site web, peuvent directement nous écrire dans Contact. Puis nous, on appelle tous nos clients. Donc, on est vraiment généreux à ce niveau-là. On va répondre à vos questions. Si vous avez des interrogations par rapport à ça. On ne peut pas donner de conseils financiers. Donc, les gens qui viennent nous voir nous disent « Hey, qu'est-ce que tu penses si j'investissais dans telle crypto? » Nous, on n'a pas le droit. Nos permis ne nous permettent pas. Puis, de toute façon, on n'a pas de boule de cristal. Donc, on est juste là pour vous donner l'information par rapport à ça. Donc, directement sur notre site web, vous allez avoir toute l'information là, pour nous contacter, donc à adopto.ca. Adopto, comme ça se prononce? Oui, exact. ADOPTO.ca. Je t'ai mis dans le défi. Ouais, hein? Hey, vous aviez eu Julien Mboni, qui est notre spécialiste de crypto-monnaie, comme vous voyez, super terre à terre, rempli de connaissances, très généreux et ne vous faut pas vendre un rêve, mais plutôt la réalité. De retour de la pause, nous allons poursuivre avec Lamia et plus tard dans le show, vous allez avoir Eric Gravel. Vous êtes dans le fameux show du retour. Si vous avez manqué le début, ne t'inquiète pas. On est toujours disponible en balado sur toutes les plateformes ou sur le site CJMD 969 et vous allez pouvoir retrouver tous les podcasts avec nos invités et aussi sur YouTube, le fameux show. Vous êtes avec Priscilla Audet à CJMD 96.9 dans le fameux show du retour en remplacement. CJMD 969. Talk rafraîchissant. Toujours à côté de la traque. De retour en studio avec Lamia. On vient juste de quitter avec Julien Mboni, un homme tellement intéressant. Si tu as manqué ça, la chronique va être disponible sur le site pour en extrait Julien Mboni pour la chronique crypto-monnaie. Lamia, ça t'a fait du bien d'apprendre? Oui, ça m'a aidé beaucoup à te ouais, familiariser avec quelque chose qui était vraiment un inconnu pour toi, je pense. Hein? Alors, pas méconnu, mais beaucoup d'a priori. Tous les a priori qu'il a... tous les préjugés qu'il a mentionnés, je pense que j'étais dans cette case. On les a tous parce que, sincèrement, c'est loin d'être rendu... Mais j'ai trouvé ça très instructif, puis tout du long, j'ai réussi à suivre pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc moi, j'admire ces personnes-là qui ont cette capacité à expliquer des choses techniques, mais les rendre accessibles pour tout le monde. Donc c'était très intéressant. Moi, je vais le recontacter, c'est sûr. Ah, mais je suis contente. Alors, dans le fameux show du retour en remplacement, on est là pour vous aider aussi, puis vous apporter des chroniqueurs super pertinents comme Julien Mboni. Et là, on va poursuivre. Lamia, est-ce que toi, tu es quelqu'un qui fait des allergies? Alors, au niveau saisonnière. de la peau, ah non. Mais moi non plus. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui en souffrent, mais j'aimerais vous apporter une information super pertinente. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui est myope, là, sûrement oui. Moi, je suis une ancienne myope. Hein. Tu savais, je me suis fait opérer les yeux. Oui, tu m'as dit. Okay. Mais moi, je suis devenue avec l'âge, par exemple. T'es devenue myope avec l'âge? Mal voir de loin. Ouais. Oui, c'est ça. Passer la quarantaine, ça arrive, à skip. Ah, OK. Ouais. Alors, je pensais aussi, moi aussi, être redevenue myope parce que j'ai de la misère à voir. Tu sais, mettons, je vais dans un restaurant que les menus sont au mur, là, je fronce des yeux, puis là, je vois rien. Okay, j'ai été me faire une évaluation parce que quand tu te fais faire le laser, tu peux te faire réévaluer. Et à mon grand désarroi, en fait, j'étais très contente. J'ai appris que je n'avais pas perdu la vue, mais plutôt que j'avais les yeux déshydratés. À un niveau extrême. Puis j'ai de la misère à reprendre le dessus. Bon, là, je sais qu'on a souvent parlé de ça ici. Je vais aller les hormones chez la femme. Il y a beaucoup de sécheresse accompagnée à ça. Et là, je te parle pas de celle d'en bas, je te parle de celle d'en haut, OK? Et ma sécheresse oculaire ne viendrait peut-être pas nécessairement des hormones, mais un point intéressant, cher auditeur, je dois t'annoncer que premièrement, il y a 25% des Canadiens qui souffrent de sécheresse oculaire et c'est peut-être lié à l'utilisation de l'ordinateur et du téléphone cellulaire parce qu'on ne cligne pas des yeux. On ne veut rien manquer. Ce qui ferait en sorte que tu n'hydrates pas naturellement ton œil, alors tes yeux. Là, ils disent que c'est important de faire la technique, l'astuce, la règle 20-20-20. Toutes les 20 minutes, regardez 20 pieds pendant 20 secondes. Hein? Boy, j'ai jamais fait ça, moi, là. Moi non plus. Mais je t'annonce que là, je vais le faire. Parce que quand je fais des montages vidéo, quand je fais travailler sur l'ordinateur, écoute, je suis scotchée à l'écran. Puis moi, tu sais, je scrolle pas du tout le cellulaire non plus. Hein. Moi, j'avais espoir que tu dises ce sont les hormones. Finalement, la myope, tu n'es pas myope.
Ah ben là, écoute. Puis tu sais, chère auditrice, je vous annonce que vous ne pouvez pas vraiment vous faire checker par les médecins parce que tout ce qu'ils apprennent, c'est sur des corps humains hommes. Et ça, on en a déjà parlé dans l'émission déprogrammée du lundi matin. Mais c'est ça qui est le système médical, c'est ça qui est extrêmement triste. Les études sont créées sur l'humain masculin. Alors, je peux-tu vous dire qu'on n'est vraiment pas fait pareil, puis les gens qui veulent l'égalité des sexes, je le veux aussi dans les droits et dans la valeur, mais ne nous sommes pas pareils dans la biologie. Regardez Non, les Barbies sont pareils. Non, ça ne compte pas. Pour juste venir sur ce que tu dis sur les femmes, moi, j'ai appris très récemment, puis ça m'a mise hors de moi. Oui, parce que je suis féministe. Et quand t'es française comme toi, quand t'es fâchée, ça paraît pas. Il y a juste mes enfants qui voient vraiment le dark side. Mais non, pour revenir, ça c'est un sujet très sérieux pour revenir à ce que tu disais. J'ai appris très récemment que les premiers crash tests, tu sais, les crash tests où on voit les mannequins. Ouais. Les premiers où ils ont mis des corps de femmes moyens, c'était en 2024. Donc tous les crash tests avant 2024 ont toujours été faits sur des mannequins hommes de taille standard, donc je crois que c'est 1m80, 75 kilos. Donc moi, ça m'a mise hors de moi. Donc les bébés, quand il y a des crash tests pour les sièges auto, donc c'est des formats bébés de mannequins. Et les femmes, ça a été juste mis en place en 2024. Il y a du boulot encore. Ça veut dire que c'est la raison pour laquelle souvent les femmes se cassaient des côtes et tout ça, parce que les sacs gonflables n'étaient pas faits pour les femmes. Donc, je connais pas les stats, mais j'aimerais bien avoir les statistiques de quand il y a des accidents graves, qu'est-ce qui se passe pour les femmes versus les hommes et tout ça. Moi, je suis toujours gênée par ma ceinture de sécurité, très souvent. Ah! Puis, tu sais, l'espace entre le volant, les pédales, la largeur, il y a plein de choses, en fait, qui sont vraiment faites en fonction. Mais là, on ne pourra pas faire des chars pour hommes, des chars pour femmes? Non, mais par exemple, est-ce qu'on peut essayer d'adapter peut-être les choses qui sont amovibles, comme les ceintures de sécurité et tout ça? Mais il y a eu, ça c'est mon conjoint qui m'a dit ça quand on a eu cette discussion, il m'a dit qu'il y a même eu un constructeur qui a lancé un modèle d'automobile pour femmes qui a complètement floppé. Ça n'a pas du tout fonctionné. Qu'est-ce que tu as dit qu'il a fait? Ils ont lancé une voiture vraiment adaptée pour les femmes. Mais voyons. Ouais. Et en fait, moi, on a vu un peu les extraits et j'ai compris pourquoi ça a floppé. Parce qu'en fait, dans la tête du constructeur, c'était tous les clichés que tu pouvais imaginer. Mais c'est pas ça qu'on veut. Non, on veut pas que ce soit cliché, c'est qu'on veut que le siège et le volant peuvent être adaptés. C'est ça. À une profondeur différente et pas nécessairement une couleur. C'était un peu une odeur. Des rangements pour le maquillage. Tous les clichés, ça m'a mise encore plus hors de moi. Sérieux? Non, puis c'est ça qu'ils disent ici, les femmes généralement plus petites, c'est normal. C'est qu'il y a dans le fond un sac gonflable conçu pour frapper un thorax d'homme moyen peut exercer une force excessive sur la tête et le cou d'une femme plus petite, augmente les risques de lésions cervicales ou thoraciques. C'est ça qui arrive, tu sais. Arrêtez de me parler du non-genré tant que vous n'avez pas géré ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est qu'on ne peut pas aller là. On est vraiment, comme tu dis, biologiquement différents. Et c'est super intéressant que tu amènes ce point-là. Et pour revenir, c'est ça, à la sécheresse oculaire, ben ça se peut vraiment que ta déshydratation te crée des démangeaisons, que tu penses que tu as des allergies. Alors, on va voir ton optométriste. Parce que ça se peut aussi que si tu lis pas le menu, c'est pas nécessairement ta myopie ou tes hormones, ça se peut que ça soit tes yeux secs. Alors, la technique qu'on a dit pour se sortir de ça, c'est à toutes les 20 minutes, on regarde à 20 pieds pendant 20 secondes. Et tantôt, quand on a ouvert le show, on a parlé de Mercure rétrograde. On parlait que ça nous rend difficulté en communication et tout ça, ça peut nous nuire. Toi, tu nous as amené un outil en nous parlant des langages de l'amour. Si vous avez manqué, vous allez pouvoir écouter le podcast pour savoir de quoi qu'on a parlé. Et moi, je veux te partager quelque chose, Lamia, que tu savais que j'étais contagieuse. Je sais pas si tu le savais. Moi, j'ai le syndrome de la fille chanceuse. Puis ça, c'est bien contagieux. Et je l'ai vécu quand même en fin de semaine parce que dans ma malchance du Mercure rétrograde, j'ai eu de la chance. Alors moi, j'ai décidé dimanche de me reposer et j'ai décidé de faire je disais à mon chum, on va faire du vélo, mais tu sais, on ne prendra pas les vélos, parce qu'on prend souvent les vélos électriques de la ville. On va prendre nos vrais vélos que j'avais pas pris le mien depuis je ne sais pas combien de temps. Et on est parti, on va prendre le traversier. Quelle belle ville on a. On a pris le traversier, on est allé à Lévis. Dès que j'embarque sur mon bicycle, ça me la pédale là. Ah, il dit, elle est correct. Ben, bon, c'est parfait, tu sais. Fait qu'on part et on va vers Lévis. Nous, dans le fond, j'habite près du Stade Canac. Fait que, imaginez, on part dans la ville, on s'en va faire la piste cyclable, on prend le traversier, c'est pas loin, ça va super bien. On arrive au quai Paquette. Et justement, arrivé là-bas, ben, on s'en va vers
le centre-ville on s'en va vers Saint-Romuald. Ça commence à être plus coriace. Tu sais, j'ai pas d'assistance, moi, c'est un vélo normal, mais ça va bien. Et là, rendu sur le pont de Québec, par exemple, ça, c'est une autre histoire. Il fallait que je traverse le pont de Québec en vélo. Je peux te dire que c'était pas une partie de plaisir. Parce que, tu sais, il y a de l'âge, hein, le pont. Fait que moi, à travers mon vertige, je voyais des trous dans le métal. Mais moi, je te comprends parce que moi aussi, j'ai le vertige. Ah non, écoute, Moi, marcher sur un pont, c'est difficile. Alors, j'avais vraiment le vertige et j'ai même pas été capable de faire du vélo. Fait que là, j'embarquais sur mon vélo, parce que mon chum me dit, fais-toi confiance, mais le métal, la façon que c'est fait, c'est que je sentais que ma roue était chambranlante. Puis là, il y avait tellement de vent que, bon, je peux pas tomber par-dessus bord, là, mais j'avais quand même peur. Fait que 3 fois, j'ai essayé de rouler en vélo, j'ai pas été capable, fait que j'ai marché à côté de mon vélo. Puis là, ça me gossait parce que je me trouvais poche, tu sais, mais pas vraiment, j'avais vraiment peur. J'en ai pleuré, là, j'ai vraiment pas aimé mon expérience. Rendu l'autre bord du pont, on part. On monte une petite côte, on s'en va, on arrive sur la piste cyclable, et là, à un moment donné, arriva ce qui devait arriver. Puis, clac! La pédale à lâche. Ça n'arrive qu'à toi, Priscilla. Parce qu'on est sur le bord du pont de Québec, là. Tu comprends? On n'est pas rendu à la maison. On est sur la piste cyclable entourée d'arbres. Et là, on décide... Mon chum, il prend mon vélo, puis... Il essaie de pédaler, pas de pédale. Et là, il voit une madame sortir dans sa maison. Fait qu'il court. Je sais pas ce qu'il va faire. Il est allé chercher une corde. Fait que merci. Elle s'appelait, je pense, Clémence. Constance. Merci, Constance. Elle nous a donné une corde pour qu'il me remorque. Puis finalement, mais dans la chanceuse dans tout ça, c'est que je n'étais pas en train de monter une côte à Saint-Romuald. Puis je n'étais pas en train de pédaler sur le pont de Québec quand la pédale a lâché. Parce que moi, vous le dire, une pédale qui lâche quand tu es en train de faire une traction, là, ça fait peur. Alors, on s'est rendu rapidement quand même, bon, rapidement, entre guillemets, il faisait quand même 40 degrés, à une borne à vélo électrique. Fait qu'on a attaché nos vélos. On est parti avec des vélos. Et là, mon chum, il me gossait, là, un petit gars type, là. Ah, là, je peux pas le laisser attacher là, dangereux, on va se faire voler. Hey, on se ferait pas voler mon vélo, là. J'ai dit, c'est impossible, tu sais, moi, mon vélo. Puis c'est quand même bien, parce que je pense qu'il y a des bons freins, mais on n'avait pas des vélos de l'année. Il décide de les déplacer, il les met devant le commerce. Là, je me dis, je vais le laisser faire dans son power trip de vélo, tu sais, de sécurité, parce qu'on le barrait, le vélo, tu sais. Fait qu'on part en vélo, on va à la maison, on va faire une commission, on va souper, puis après ça, on va rechercher les vélos. Rendu à la maison, on débarque les vélos. Il a fait comme, ben voyons, mon vélo à moi, la roue était dévissée. Donc, on avait tenté de voler nos vélos, fait qu'il avait eu raison. Puis ça a été une courte période, c'est quelques heures qu'on a laissé les vélos attachés à Sainte-Foy, on s'entend, et non une place avec des maisons autour. Et tout ça pour dire que dans ma malchance, dans ma malchance de Mercure rétrograde, dans mon syndrome de fille chanceuse, je me suis pas blessée. On avait des vélos électriques pas trop loin, puis on a pu s'en aller à la maison pour pouvoir récupérer les vélos, parce qu'il fallait quand même qu'on se rende à la maison. Parce que oui, on aurait pu prendre un Uber, là. Mais tu sais, payer 80$ de Uber quand tu es parti en vélo, oui, ça fait c'est pas le fun, là. Moi, je pense que tu as passé un bon moment de qualité avec ton chum. Dans les langages de l'amour qu'on a appris, c'est vraiment ça. Puis lui, dans son act of service, là, dans les services rendus, parce qu'il adore ça, m'en rendre, il était dans son plein potentiel. T'sais, moi, je touche à rien. Moi, j'attache pas les vélos. T'sais, souvent, je parque pas les vélos électriques. Mais l'autre point que je vais apporter, est-ce que tu as déjà fait du vélo, toi, à Québec? Oui, mon chum aimait bien ça, mais j'arrive pas à aimer ça. Si tu me donnes il a essayé de me convertir. J'ai du mal à aimer ça. Moi, ça me fait mal aux jambes, ça me fait mal entre les jambes. Il a beau essayer tous les réglages possibles parce qu'il est bricoleur. Je ne prends pas plaisir à le faire. Est-ce que tu en as déjà fait à Lévis? Non. Bon, parce que là je veux m'adresser aux Lévisiens, là. C'est important. J'ai vécu une expérience. Ah, j'ai quelqu'un qui dit « Salut Julien ». Fait que Julien, si tu nous écoutes en ondes, je viens de recevoir un texto. Merci beaucoup à cher auditeur anonyme qui nous texte. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, je vais te texter en retour. Tu gagnes un parfum Sleek Sense de luxe pour ta voiture. On devait passer, on était rendu près des ponts avant que je ne sache pas que ma pédale allait fracturer. Il y a des pylônes. Mais tu sais, des gros pylônes. Tu sais, les pylônes que tu entends. Mais là, moi, je m'attends pas à rien, tu sais, je veux dire. J'embarque sur mon vélo après une intersection et là, je comprends pas ce qui se passe. Là, je crie à mon chum, je hurle, Dan, j'avais des couteaux qui me rentraient ou les cuisses, tu sais.
Alors, j'ai appris, chers auditeurs, que vous allez sûrement rire de moi si vous faites du vélo, parce que vous le savez, OK? Je vais l'apprendre à ceux qui veulent faire du vélo à Lévis en dessous des pylônes. C'est documenté, c'est que Hydro-Québec me confirme que c'est quand même sécuritaire. On vit des chocs violents électrostatiques venant des pylônes. Et le vélo est un excellent conducteur. OK. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est comment on s'en sort. Parce que moi, je devais pédaler debout sur les pédales pour pas toucher au siège. Parce que je vous le dis, là, entre ça et l'électrolyse, tu vas faire l'électrolyse. C'est assez désagréable. C'est qu'en réalité, c'est que le vélo, il va créer vraiment un champ électrique, puis c'est les lignes haute tension. C'est surtout des 735 kV, j'imagine, kilowattheure. Mais c'est pas tous les pylônes, mais eux autres, c'est assez violent. Et le truc des cyclistes expérimentés pour éviter les chocs, je vous salue parce que c'est sûr que vous riez de moi en ce moment. Vous prévoyez de mettre la main sur votre cadre métallique. Mettons la barre, mettons, faut que ça te prenne, c'est drôle qu'on va dire ça, un vélo de gars, là, parce que le vélo de fille, elle va être loin. Mais tu touches à ta barre métallique et ça aurait l'air que ça va éviter d'avoir des chocs électrostatiques. C'est comme si tu arrêtais le fil courant. Sinon, tu fais du vélo d'eau. Fait que si c'est jamais que tu te remets et que tu passes à Lévis, Lamia, sache que ça se peut que ça t'arrive. Déjà que j'arrive pas à faire du vélo à Québec. Je te jure que si tu avais vécu ça, tu n'aurais jamais retourné faire de rail de vélo. Ça m'a pas vraiment donné envie. Mais pour vrai, on parle des fois de faire des activités. C'est pas supposé de vous coûter un bras puis une jambe faire une activité, puis des moments de qualité, que ce soit avec vos enfants, comme on parlait les langages de l'amour, c'est savoir vos enfants, c'est quoi eux? Est-ce que c'est des discussions dont les paroles valorisantes? Le toucher, quelle activité qu'on peut faire, qu'on va être touché, des fois, peindre sur les joues, avec les crayons à colorier, là, faire des dessins sur le visage, tu es un élément, tu es proche avec ton enfant, Puis les temps de qualité du vélo, c'est vraiment le fun. Parce que pour vrai, le Quai Paquet à Lévis, c'est un endroit à vraiment aller voir parce que c'est accessible. Il y a des jeux d'eau, tu amènes ton lunch, puis prendre le traversier, ça coûte rien, là. C'est sûr, quand ton chum qui paye, ça coûte vraiment rien. Mais ça, c'est un autre langage de l'amour, c'est les cadeaux. Est-ce que tu as une idée d'activité à donner aux auditeurs, toi, que tu fais ou que tu aimerais faire peut-être? Alors, en parlant de vertige, avant de partir en vacances, j'aimerais faire de l'acrobranche avec mes enfants parce que je sais qu'ils aimeraient beaucoup, beaucoup en faire. Mais j'ai des réserves, mais possible que je le ferai quand même avec eux. Alors, je sais qu'il y en a à Québec, je ne sais pas à Lévis s'il y en a, mais je sais qu'il y a plusieurs endroits pour en faire. Puis j'appelle ça acrobranche, là, mais c'est quand on est dans les arbres, là, puis qu'on se déplace d'arbre en arbre. C'est ça, nous, c'est arbre en arbre, oui, non? Oui, c'est ça, arbre en arbre. Ça, c'est-tu français, acrobranche? Oui, c'est français. Excusez-moi. Mais tu n'as pas eu le vertige ou t'as... Alors non, j'aimerais. Mon objectif, c'est d'arriver à aller au-delà de ma peur et faire d'arbre en arbre avec mes enfants. Même avec mon conjoint, on en parlait même hier, parce que je pense que ça pourrait être sympa. J'en ai fait il y a très longtemps quand j'étais animatrice dans les... centres d'été, dans les camps d'été. Et j'avais déjà eu un peu peur. Mais les enfants, ils avaient été tellement fins. Ils avaient 7-8 ans, je pense. Puis ils me disaient, vas-y, Lamia, allez, let's go. Puis comme ils étaient encore petits, on n'était pas dans des grandes altitudes. Hauteur, admettons. Là, je sais que là, mes enfants, ils sont plus grands. Mais j'aimerais beaucoup parce que je sais qu'ils triperaient. Donc ça peut être une activité à faire. Mais moi, ce que j'aime, là, le truc le plus facile à faire, c'est aller marcher. Marcher, ouais, c'est une activité, mais c'est pas une activité, là. Mais après manger le soir, ça peut être, venez, on va marcher. Mais c'est parce que le problème, c'est que ça se rend tout le temps une crème glacée quand tu vas marcher le soir, l'été. C'est un peu coquin, tu comprends, tu sais. Ton corps se dirige, là, tu sais, c'est comme... ça dépend où est-ce que tu marches. Ça dépend où est-ce que tu habites. C'est parce que dans le temps que j'habitais à Fossambeau, tu marchais pas trop près d'une crème glacée. Je te dirais qu'à part des écureuils, là, il y avait pas grand-chose. D'ailleurs, ça fait... Quelle bonne suite logique. Je voulais parler de Patrick Fournier, le meilleur courtier qu'on a ici, Rive-Sud, Rive-Nord, spécialisé surtout dans la Rive-Sud. Si tu veux vendre rapidement et à bon prix, Patrick Fournier, c'est le courtier que ça te prend. OK? Tu l'appelles au 418-627-3333. C'est pas la grandeur de la maison, là, lui, là, c'est vraiment les gens qui habitent puis c'est les projets qu'ils veulent faire. Fait que lui, là, que tu vendes
une petite maison, un immeuble à logement, il va t'accompagner de la même façon. Si tu veux vendre vitres et biens, contacte Patrick Fournier au 418-627-3333. Alors, c'était pas arrangé, mais pour vrai, Patrick Fournier, c'est un excellent courtier. Et c'est vrai qu'à Fossambeau, à part des écureuils, je croisais pas grand-chose. Bon, il y avait des bateaux, par exemple. D'ailleurs, c'est ça, la saison a commencé enfin. J'ai enfin commencé mon surf. Mon surf en talons hauts, pour ceux qui me suivent sur Priscilla Audet, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Priscilla Audet, pour pouvoir voir plein de choses, dont nos entrevues, la mienne que je partage, dont le lundi passé, qu'on a eu beaucoup de succès avec Éric Gravel. On va faire d'ailleurs une courte pause pour pouvoir lui parler. Juste au retour de la pause, Lamia, on va parler de taxer les riches. J'ai hâte de voir vers où qu'on va aller là-dedans. C'est important de se renseigner dans ce qui se passe justement avec les élections, ça a l'air qui s'en viennent. Là. Fait que c'est comme un gars au bar qui veut te ramener à la maison, il va t'en dire des belles affaires. Faut faire attention. Alors, de retour de la pause avec Priscilla et Lamia dans le show du retour, le fameux show en remplacement. Nous allons accueillir Éric Gravel. Reste avec nous, on revient tout de suite. Allô, Éric? Comment ça va? Hey, bon lundi! On est très heureux de te recevoir à nouveau à l'émission. Et tu nous arrives encore avec un sujet super pertinent. Je te laisse présenter ton sujet. Mais en fait, j'aurais aimé ça que Lamia puisse rester. Ça aurait été intéressant parce qu'elle avait le côté français que j'aurais aimé. Elle dit qu'elle va l'écouter dans l'auto. Hey, Lamia, tu vas nous texter parce que textez-nous au 418-90. Oui, je sais, 418-903-5969. Lamia, tu es obligé de nous texter. Ben non, mais il faut que tu nous appelleras 418-903-5969. Alors, oui, on n'aura pas l'opinion d'une Française, mais je vais être grande écoute. Et chers auditeurs, si vous avez des questions pour Éric Gravel, je répète une dernière fois, tranquillement, 418-903-5969. On veut vous entendre. Alors, oui, on va pouvoir écouter quand même ton sujet qui était... En fait, c'est de parler le fameux débat qui je pense... perdure depuis déjà quelques mois. Je pense que ça revient constamment. Québec solidaire essaie de marteler le taxons les riches, prenons dans les poches des riches, allons chercher plus. Puis là, ils trouvent toutes sortes de façons. Dans la dernière semaine, ils ont commencé à parler de le fameux gain en capital sur un immeuble locatif. Donc, j'ai trouvé ça quand même spécial où Rouba Gazal a commencé à dire que son père et sa sœur avaient un immeuble locatif. Puis il y a un journaliste, justement, qui lui a posé à la radio une question. Il dit « Ouais, mais t'es pour l'imposition 100% sur le gain en capital. Donc, ça veut dire que ça va s'appliquer à ton père, c'est ça, à ta famille, à ton père et à ta sœur, parce qu'eux n'habitent pas. » Elle a dit « on va faire une exemption pour ceux qui habitent l'immeuble à revenu et ceux qui n'habitent pas. » Il dit « ton père et ta sœur n'habitent pas, donc tu vas faire quoi? » Puis elle a continué à éviter la question, mais c'était comme... C'est comme si elle a essayé de trouver un chemin pour sa famille, mais pas un chemin pour toutes les autres. Puis à un moment donné, ce qu'il faut se souvenir de ça, c'est quand on parle des meubles à revenus, mais souvent, ça constitue le fonds de pension pour, justement, beaucoup de travailleurs. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un triplex, un quadruplex, voire même un sixplex, un 12plex, que tu es un mauvais propriétaire pour autant ou que tu es un propriétaire qui se sert de son immeuble juste pour évincer ses locataires puis juste pour... leur faire du mal ou leur vouloir du mal au niveau de leur loyer. Puis, souvent, il y en a de ces gens-là qui travaillent toute leur vie et ils accumulent. Ça a toujours été comme ça, d'avoir le gain en capital. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si, exemple, tu as payé ton immeuble 200 000, tu le revends un jour à ta retraite 1 million. Donc, tu vas être imposé sur 50 % du 800 000 qu'il y a entre les deux. Donc, tu vas être imposé sur 400 000 et tu vas payer 50 % d'impôt sur 400 000. Donc, tu risques de payer environ 200 000 ou 300 000 selon les calculs fiscaux et tout ça. Mais là, ils veulent aller à 100 % d'imposition. Eux veulent aller à 100 % d'imposition. Parce que les gens, ils comparent tout le temps ça. Puis c'est là que beaucoup de gens font d'erreurs parce que c'est la même chose avec les entreprises. Les gens croient, comme moi, j'ai vendu mon entreprise. Donc, c'est la même affaire. Il y a des paramètres fiscaux qui peuvent être utilisés, dont les fiducies, dont l'exonération de gains en capital. Donc, tu as le droit à une fois dans ta vie. Justin Trudeau a augmenté ce montant-là à 1 250 000. Donc, une fois dans ta vie, c'est une entreprise. Je ne sais pas il y a différents paramètres à lesquels ça s'applique. Tu as droit à une exemption d'impôt une fois dans ta vie. Donc, c'est de dire, hey, tu as réussi à gagner un montant substantiel. Donc, ce montant-là ne sera pas imposable. Et ensuite, tu vas être imposé sur 50 % de ton gain en capital si tu vends ton entreprise. Puis,
ce qui ont de la difficulté à comprendre, les gens comparent ça souvent. Moi, mon salaire est imposé à 100%. Je comprends pas, mais il y a une distinction entre travailler pour quelqu'un et investir de l'argent dans le but d'en faire un gain en capital. Et là, toute la distinction. Parce que si on met ça à 100%, puis si on met ça dans des paramètres qui sont plus contraignants ici au Québec, ce que semble vouloir faire le Québec solidaire, même si selon moi, ils ne passeront pas au pouvoir, ça reste que ça l'amène un débat qui, pour l'instant, pousse plus à gauche. Bien, au final, les entreprises ne voudront plus venir investir ici. Parce qu'ils vont dire il n'y a rien d'intéressant pour nous fiscalement. Il ne faut pas oublier une chose. Un citoyen dans un pays a l'obligation, on est Canadien, on habite au Canada, si on veut changer de pays, c'est compliqué. Et ça ne se fait pas un claquement de doigts. Les gens pensent qu'on peut faire ça simplement. Ah, tu as juste à déménager. Non, ça prend un visa. Il y a les enfants qu'il faut penser là-dedans. Il y a l'école. Il y a à quel âge j'ai rendu ton enfant? Comme moi, j'ai ma plus jeune qui rentre au secondaire. C'est pas le temps de changer un enfant d'école. Elle vient d'être acceptée dans un collège. Donc, c'est pas un bon timing pour nous de vouloir quitter. Il y en a d'autres que ça va être un meilleur timing. Les jeunes, ils ont des jeunes enfants, tout ça. Mais au final, une entreprise n'a pas ces mêmes obligations-là. Une entreprise, elle n'a pas d'identité avec un pays. Elle peut arriver, prendre son siège social et dire, ça ne nous convient plus, on prend le siège social, on l'envoie ailleurs et on embauche d'autres personnes qui vont gérer à cet endroit-là. Les gens ne comprennent pas ça parce que si on prend juste la Floride et le Québec, par exemple, bien, présentement, les mesures sont équivalentes. Donc, que tu t'installes avec ton entreprise en Floride ou que tu t'installes au Québec, je dirais même qu'il y aurait des choses qui seraient peut-être plus intéressantes au niveau du Québec que la Floride au niveau de l'entrepreneur. C'est quand on tombe au niveau personnel, c'est là que ça devient moins intéressant. Et au niveau de l'entrepreneur comme tel, moi, avec mon entreprise, j'ai pas de raison d'aller ailleurs dans le monde. Même en Belgique, j'ai vu le processus, en Suisse, en France. C'est pour ça que tantôt, je voulais qu'elle reste pour parler de ça. Mais j'ai amené les statistiques de le top 10 des pays où c'est bon vivre pour ça. Fait qu'on va en reparler après. Oui, bien c'est ça. Mais au niveau des entreprises, c'est sûr qu'il y a des pays qui vont avoir, exemple, une taxation à zéro. Je pense que le Panama en est un qui vient d'apparaître, qui commence à changer justement pour attirer les entreprises. Il y a certains États américains, dont le Delaware et le Wisconsin, qui sont une taxation, une imposition à zéro, donc pour les entreprises. Un peu de taxation à zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne payes pas de taxes, mettons, une boutique en ligne. On va dire le mot impôt pour pas mélanger les gens. Merci, anglais, c'est ça. Taxe, parce qu'il y a des États américains qui ont exemple, si on prend le New Hampshire, je pense qu'il n'y a aucune taxe. Donc, quand tu achètes un bien, exemple, au dépanneur ou à l'épicerie ou peu importe, c'est zéro taxe. Donc, eux autres, ils ont le slogan de « Live free or die ». Donc, mais tu vas aller dans d'autres États, puis ils vont avoir une taxation à New York, exemple, qui va être assez similaire, la taxe, à ce qu'on a ici. Je pense qu'il est, de mémoire, il me semble que c'est un 15 % ou quelque chose comme ça. En Floride, ça va peut-être être 5 %. Oh! On a perdu la connexion. Alors, il parlait qu'en Floride, la taxe était environ, sûrement, je pense, de 5 %. On t'a perdu un peu, Éric. J'ai entendu Floride, 5 %. Après ça, ça l'a coupé. C'est ça. Fait que là, au niveau de la taxation, je pense que la Floride, c'est 5 %. Je n'ai pas les chiffres devant moi. Mais si on parle au niveau d'imposition des entreprises, mais le Wisconsin, le Delaware sont à 0 %. Donc, tous les profits que tu vas générer avec ton entreprise, tu vas payer 0 %. Il y a toujours l'imposition fédérale que tu vas payer, mais au niveau de l'État comme tel, il n'y a rien du tout. Donc, on ne peut pas aller plus contraignant que ce qui s'offre ailleurs dans le monde au niveau des entreprises. Fait qu'il faut faire attention à ça. C'est un petit peu ça la discussion que je voulais aujourd'hui, mais c'est surtout le tableau que je t'ai envoyé. Oui. Je ne sais pas si tu es capable de le partager. Là, je vais regarder, voir, parce que je l'ai ici. Fait que tu peux commencer. Je vais aller chercher l'image parce qu'on est sur StreamYard en mode vidéo pendant que les auditeurs nous écoutent. Je vais aller le chercher parce que les chiffres ils proviennent autant de ministère du Revenu, Statistique Canada, peu importe. Là. OK. On parle taxer les riches. Regardons les chiffres au Québec. Oui. Donc, une des problématiques, puis celle qui frappe le plus, puis ça, les gens ils ont de la difficulté à l'accepter au Québec, parce que si tu gagnes 100 000 et plus, tu es considéré par le gouvernement comme étant riche. Puis ça, même si les gens sont comme « Non, mais je suis pas riche ». Donc, c'est quoi la définition de riche? Alors, on pourrait parler, tu peux être riche en famille, tu peux être riche en intelligence, tu peux être riche en un paquet de choses. Mais si on parle au niveau des chiffres, la façon que tu es catégorisé par le gouvernement, c'est 100 000 et plus en salaire. Donc là, tu peux dire que il y a certaines personnes à 100 000 et plus vont dire « Je suis pauvre, je suis pas capable d'arriver », mais ils vont avoir une maison, ils vont avoir 2 véhicules neufs, ils vont voyager chaque année, ils vont avoir les enfants qui vont aller à l'école, peut-être l'école privée, peut-être pas.
ils vont avoir toutes sortes d'activités. Donc, eux vont se considérer comme pauvres. Et moi, je dis souvent, allez en République dominicaine, puisque je vais quelques fois par année, puis vous allez voir c'est quoi être pauvre. Vivre dans un 6x6 avec 4 murs de blocs puis un toit en tôle. Ça, c'est pauvre. Ça, c'est la réelle pauvreté. Ou on pourrait parler de nos itinérants qu'on a ici à Montréal ou à Québec. Là. Assurément, il y en a dans les deux villes. Je l'ai mis en petit point, en haut de toile ici à gauche, là, à droite. 12 ouais, tu peux le mettre plus gros si tu veux, comme ça les gens vont pouvoir le voir. 12,8 des contribuables. Donc, c'est pas la population, on parle des contribuables. Donc, c'est des adultes qui peuvent travailler. Donc, ça inclut aussi les retraités, je ne sais pas jusqu'à quel âge qu'ils considèrent un contribuable. La part de l'impôt qui est payée, c'est 71,9 C'est énorme. 71,9 Et de cette braquette-là, si on prend le 2 donc ça, c'est ceux qui gagnent 200 000 et plus, là, à partir de ce moment-là, eux, c'est 35 Il n'est pas dans je pense qu'il n'est pas, pas dans la fiche. Il n'est pas dans la fiche, mais... Donc, ça veut dire que si on perd le 2 des gens, ou une partie du 2 on perd combien de paiement d'impôts? Ça, c'est le tiers des gens qui paient. Fait que là, les gens, ils disent... Puis on a parlé la semaine passée un peu, vous avez juste à quitter, vous avez juste à vous en aller, si vous n'êtes pas content, bye-bye, prenez un aller simple. Mais au final, qui va payer la note? Qui va payer la facture? Puis là, ils disent, pour chaque riche qui quitte, on en retrouve 10 autres. Ils ont-tu vraiment dit ça? Mais, non, mais ils se croient dessus, là. Je me suis fait dire ça par un syndicaliste, en plus, qui a dit, pour chaque riche qui va quitter, on va en trouver 10 autres. Désolé, mais il n'y a pas 10. Si on regarde le tableau du mouvement des riches, des millionnaires ou des milliardaires, parce qu'il y a un tableau qui existe, tu peux voir à quel endroit ils s'en vont. C'est les États-Unis qui en gagnent le plus, naturellement. Puis le Canada n'est vraiment pas dans les pays qui gagnent le plus de millionnaires par année, où ce que les gens décident de volontairement aller vivre pour une raison fiscale dans un pays X, Y, Z. Donc les pays qui sont les plus ciblés, ça va souvent être les États-Unis et Dubaï, et ces pays qui ont... Là, Dubaï, là, la guerre est-tu finie, là? Parce que là, il y avait une guerre là-bas, hein? Ben, je pense que c'était plus au niveau avec l'Iran, qu'ils se sont comme fait bombarder, eux autres, où il y a eu certaines attaques de la part de l'Iran avec la guerre avec les Américains. Fait que là, pour l'instant, c'est comme ça semble être le statu quo. Je suis pas, honnêtement, la guerre, parce que je trouve ça... ouais. Je veux dire, on dirait que t'écoutes les premiers jours, là, puis après ça... ce qui se passe de l'action. Puis... J'avais regardé, puis on peut quand même prendre un avion puis se rendre là-bas pareil. Fait que, c'est des drôles de guerre. Est-ce que tu penses que, honnêtement, tu sais, mettons, toi, t'en es un qui a starté des entreprises, tu travailles avec des entrepreneurs, t'en connais plein, là. Mais y en a-tu, à part le gars là, qui était justement, là, je sais pas à quel podcast, là, qui en a presque pleuré parce qu'il s'est fait insulter par la fille? Oui. Ta question, c'est savoir si j'en connais. Ils vont s'en aller. Ben oui, parce que moi, je sais pas pourquoi je resterais, moi, de vous autres. Je sais pas. J'en ai plein. À chaque jour, chaque semaine, les gens, ils prévoient. Donc, comme je dis, c'est pas un geste que tu peux faire d'un coup de tête. Chacun a sa situation familiale, chacun a sa situation X, Y, Z. Souvent, en tant qu'entrepreneur, tu dois pour avoir ton visa américain, tu dois justement faire la demande, prouver que tu vas travailler là-bas. Donc, c'est sûr que pour des gens, par exemple, si on prendrait une infirmière, un médecin, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, ils en ont besoin. Ça a toujours été. Eux vont avoir un visa de travail, une green card, possiblement plus facilement. Mais si tu veux y aller en tant qu'entrepreneur, il faut que tu démontres ton plan d'affaires. Donc, il y a quand même une certaine complexité au niveau du processus, mais c'est faisable. Puis, il faut t'investir de l'argent là-bas, fait que ce que la majorité des entrepreneurs sont prêts à faire. J'avais regardé, Eric, si tu peux me corriger. D'ici les 10... Pardon? Je ne sais pas si tu peux me corriger, justement, j'avais regardé parce que quand tu veux, mettons, aller en Floride ou aux États-Unis, puis tu n'as pas la possibilité de te marier avec un Américain ou une Américaine, ouvrir une entreprise, créer de l'emploi, mais investir un minimum, je pense, de 100 000, tu peux avoir plus facilement ta parce que j'ai regardé, on ne se le cachera pas, là. Moi, j'ai regardé. Il faut quand même que tu démontres un certain plan d'affaires. Donc, tu dois démontrer que tu vas créer de l'emploi. Donc, tu vas embaucher les Américains. Tu dois démontrer que tu vas investir de l'argent. Donc, c'est pas juste dire hey, je m'achète une maison. Non, eux autres, c'est tu dois avoir une business qui va être tangible. Les franchises, c'est très populaire parce que justement, ça arrive avec un plan d'affaires, ça arrive avec un montant d'argent à investir. Donc, il y en a beaucoup qui des fois vont se lancer là-dedans dans l'acquisition d'une franchise qui va faciliter le processus.
Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que pour maintenir ton visa, tu dois maintenir ton entreprise aussi. Donc, du jour au lendemain, je vais donner un exemple. À un moment donné, tu veux prendre ta retraite, ben, tu dois avoir transféré ton visa. Il y a d'autres types de visas. Parce que tu vas vouloir un visa où tu n'auras plus un visa d'entreprise ou un visa d'investisseur. Donc, il va falloir que tu convertisses à un autre type de visa. Fait que c'est pas si facile que ça. Puis il y a d'autres pays qui ont plus de facilité. Si je veux aller en République dominicaine demain matin, est-ce que c'est là que je veux aller avec mes enfants? Non. Mais moi, en tant que un jour retraité, je pourrais décider d'aller là-bas. Mais en République, il n'y a pas énormément d'avantages autres que le personnel, justement. Mais là où il y a une difficulté et qu'il y a une contrainte, c'est est-ce que je veux placer mon argent en République dominicaine? Est-ce que c'est sécuritaire? Il y a une banque Scotia, il y a toutes sortes de banques, mais le marché. Puis le pire, c'est que les intérêts sont super bons. Ils vont payer jusqu'à 12 à 13 sur des placements, ce qu'on appelle des bons du Trésor avec le gouvernement. Mais est-ce que c'est sécuritaire versus un bon du Trésor au Canada versus un bon du Trésor aux États-Unis? Ça aurait été intéressant, Éric, de recevoir... je connais un homme d'affaires là-bas. Un homme d'affaires, je ne sais pas s'il était dans plusieurs business. Puis lui, avant, il était dans le coin de Puerto Plata. Puis un moment donné, il m'avait dit non, il n'y a plus d'argent là-bas. Tout le monde est rendu à Punta Cana. Là, c'est vraiment la place. Beaucoup d'investisseurs qui sont rendus là. Mais c'est-tu sécuritaire? Tu sais, c'est pas tant dangereux, mais c'est quand même... Tu sais, on n'est pas au Québec, là. On n'est pas en Floride non plus. Là. Faites attention, moi quand on y va, on est à Cabareté, puis on est quand même assez prudent sur mais ça, c'est Puerto Plata, ça. Cabareté, c'est du côté nord. Moi, je te parle que lui, il est rendu du côté sud. Il est rendu à Punta Cana. Avant, il était... Moi, j'aimais beaucoup Cabareté parce que j'allais faire du surf là-bas. Et quand j'avais dit que je retournais là, il disait, il n'y a plus rien qui se passe là, tout est rendu de l'autre bord. Mais de l'autre bord, il n'y a pas vraiment de surf, il y a une place, puis c'est super dangereux, il y a un break. Ils sont en train de revenir, Cabareté, ils sont tous en train de refaire... Ah, ben ça, je suis contente. Oui, vraiment, là, il y a beaucoup d'investissements qui se fait, tous les condos qui sont en train de construire, tout ça. Donc, il y a énormément de mouvements qui est en train de se faire là. Mais, tu sais, au final, ce que je trouve plate, c'est qu'au lieu d'avoir un débat sur, justement, des discussions comme ça, ben, on est quand même, mettons, on va dire, les entrepreneurs, les investisseurs, on est une certaine minorité. Même, on pourrait dire les gens qui sont considérés comme riches, là. Donc, on pourrait dire le 2 exemple, ceux qui font 200 000 et plus, là. On a 2 de voix on a notre mot à dire, mais tout le monde nous regarde en disant ben continue mon grand, ça va bien, on va aller piger dans tes poches. Puis nos options, ben c'est votant, puis trouve-toi une autre place où aller rester si t'es pas heureux. Donc c'est ça qui est dommage présentement au niveau des discussions qui se font autour de ce sujet-là. Puis ben, il y a une certaine guerre sur les médias sociaux à qui va avoir le plus d'attention, qui va avoir le plus de logique dans son discours. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens qui ne sont pas nécessairement dans cette braquette-là comprennent la réalité et comprennent l'importance de respecter quand même les investisseurs qui viennent ici et de respecter les gens qui payent peut-être plus. On ne demande rien en retour. C'est juste arrête de piger dans mes poches. C'est drôle, ça me fait penser. Ça me fait penser un peu que l'image, là, mettons une équipe de hockey, tu sais. Les goalers, ils font juste goaler, eux autres. Ils bougent pas de là. Ben, on va les enlever. OK, comment tu vas faire des matchs de hockey? Les défenseurs vont s'en occuper, parfait. Fait que ça ressemble un peu à ça, notre système d'impôt que Québec solitaire pense. On va enlever goaler, puis on va jouer de main. Mais c'est sûr que quand ils... Puis ça va plus loin que ça parce que ça fait fuir les grosses corporatives, les entreprises qui, eux, arrivent avec des gros montants d'argent. Ça les fait fuir parce ils regardent le système, ils sont comme... Je pense pas que c'est une nécessité pour nous. Donc, on va s'installer à Toronto, bien souvent. Donc, il n'y a pas de syndicats. À Toronto a beaucoup moins de syndicats. Donc, ils ont moins de problématiques de ce côté-là. Ils ont moins de débats sociaux, peu importe, pour justement venir s'implanter. Puis, est-ce qu'on va au Québec, c'est mets-toi conforme avec la langue française, l'Office de la langue française. Toute la documentation, la paperasse gouvernementale qui est beaucoup plus complexe que toutes les autres provinces. Donc, plus de bureaucratie, plus de difficultés, plus de, justement, des mesures. On va te taxer sur ci, on va te taxer sur ça, on va voir ci, on va voir ça. Les entreprises qui font, c'est qu'ils ont comme... Je le sais parce que même des entreprises que je leur parle de dire « je vais acheter tes produits puis moi, je vais les distribuer », ça ne les intéresse même pas. Parce que pour eux autres, là, ils regardent ça, parce que vous êtes 8 millions, puis vous êtes toujours en train de gosser. Ça se parle là, mondialement. Vous gossez sur tout.
Mais tiens m'intéresse pas. ton bout, Éric, parce que, écoute, moi, je peux te dire que j'en parle des fois, puis je pense que tu le sais, tu sais, moi, j'ai arrêté de boire d'alcool, ça fait 5 ans et demi. Pourquoi je dis que j'ai arrêté? À ce temps, je dis que je bois pas parce que je peux avoir la question du pourquoi, mais là, il faut que j'ai arrêté parce que j'ai déjà bu à une époque et j'avais connu un produit aux États-Unis que j'avais adoré. Fait que moi, ce que je savais pas, que j'ai appris dernièrement, je suis extrêmement bonne dans le démarchage. Fait que moi, ce que j'avais fait, écoute, on recule en 2017, là. J'avais trouvé le nom de la compagnie, j'avais trouvé l'email, puis j'avais contacté la compagnie pour qu'ils viennent à Québec. Puis ça s'appelle, c'est un breuvage à base de vodka, je ne le nommerai pas, à base de vodka, mais ça goûtait rien, ça goûtait pas l'alcool, ça goûtait juste comme vraiment l'eau pétillante aux fruits. Super de qualité, tu sais. Et ils m'ont répondu, on n'est pas intéressé à faire de la business au Québec. Mais où que j'en ris, c'est qu'ils sont partout maintenant au Québec. Je suis morte de rire. Moi, je bois plus, mais là, ils ont eu envie de faire le commerce ici. Fait qu'il faut croire que c'est vraiment pas alléchant parce que j'imagine l'étiquetage, franciser les bouteilles et tout ça, tu sais, Oui. c'est de la job, là. La loi sur la francisation de l'étiquetage, c'est une loi canadienne. En Ontario, ils sont tenus d'avoir ça bilingue aussi. C'est pas différent. C'est juste que personne ne fait de plainte. Donc, une compagnie peut facilement être illégale, si on veut, puis avoir son produit en anglais seulement. Puis là, la compagnie a fait comme hey, si personne dit rien, puis ça passe, on ne touchera pas à rien. Parce qu'étiqueter tout en double pour un manufacturier, c'est très, très, très coûteux. C'est le double d'inventaire. C'est pas juste de dire on va avoir le produit, puis l'étiquette, elle va coûter. Il y a des gens qui pensent que c'est simple de même. Je vais prendre un produit, je mets une étiquette, puis je prends un autre produit, puis je mets une autre étiquette différente. Ah, ça a juste coûté des étiquettes. Non. Parce que si j'avais 1000 unités en inventaire, là, ça me prend 2000 unités en inventaire. Fait que c'est tout le côté inventarisation où ça crée des coûts supplémentaires. Puis là, à un moment donné, ils font comme le marché n'est pas assez gros pour justifier les coûts que ça nous revient de le faire. Ouais. Oui, il y a des entreprises qui vont le faire. Ils vont se mettre en règle. On peut penser à n'importe quel géant. Ils ont les moyens de le faire. Mais souvent, des petites entreprises qui veulent venir s'installer ici, qui ont un bon produit, pour eux, juste avoir un représentant, il faut qu'ils parlent français. Donc là, c'est une problématique. Fait que j'ai vu plein de compagnies vendre partout au Canada, sauf au Québec. À cause de ça, parce qu'il dit, ça nous coûte un représentant de plus, juste parce que celui qu'on a en Ontario ne parle pas français. Fait que quand il vient ici au Québec, il se fait fermer la porte parce qu'il ne parle pas français. Hey, mais là, il faut que je te dise quelque chose parce que je l'avais partagé sur TikTok, sur Instagram. J'aurais aimé ça l'avoir avec moi. Quand on prend un café dans les commerces, qu'on prend take-out, ils mettent un manchon pour que ça soit moins chaud pour nos mains. OK? D'une place que je vais m'acheter un café souvent, le manchon, je vois que ce n'est pas leur logo. Je le prends, c'est marqué « Le français n'a pas besoin de pub ». En tout cas, respectons la langue française. T'sais. C'est le gouvernement qui te signait ça. C'était marqué. Bien, crée-les pas. Là, la compagnie, tu vires le truc, c'est marqué « Eat Me Up Media ». Bien, la compagnie qui ont engagé pour une pub francophone pour nous pousser dans la tête qu'il faut vraiment parler français, bien, c'est une compagnie avec un nom anglophone. Puis c'est parce que j'ai manqué de temps, mais je te confirme que je vais appeler la compagnie pour avoir leur opinion. Parce que c'est au final, le brand, si tu veux percer à l'international, ça te prend un brand en anglais. Tous mes brands, à moi, sont français-anglais. Je veux dire, Des fois, tu ne peux pas dire parce que c'est un nom inventé. Si on prend je prendrais juste mon. Ici, non, mais BIOS ou même Mindset. Mindset, c'est français, c'est anglais, donc c'est accepté en français. Donc, on ne dit pas état d'esprit, on dit Mindset. Mais c'est la même chose avec la compagnie de mes enfants. Donc, on est allé vers un brand qui touche les deux. Mais tu n'as pas le choix parce que si tu arrives. On dirait les fleurs de Priscilla, ça serait ça le nom de ta compagnie. Tu vas arriver aux États-Unis puis ils vont dire on ne comprend rien de ce qui est écrit. Priscilla, c'est correct, mais je veux dire, les fleurs, ça ne fonctionnera pas. Mais il y a des compagnies marketing, on va se le dire, on va dire les vraies affaires. Il y a des compagnies marketing qui existent qui ont des noms francophones. Je pense à la compagnie Bouche Bée que je connais. Mon point est que tu ne peux pas me payer avec mes taxes un manchon que tu donnes dans des cafés qui me disent hey, grande championne, il faut que tu te rappelles que tu parles français puis c'est important de parler français ici et que tu payes une compagnie qui a un nom anglophone. C'est riredemagueule.com. Oui, absolument. Mais ça, des exemples, on en a plein comme ça. C'est même de vouloir exiger, là, supposément, dernièrement, ils disent qu'ils veulent essayer d'exiger à Canadian Tire de changer leur raffing. Ils l'ont fait avec Walmart. Donc, Walmart a été obligé de marquer les marchés ou en tout cas les magasins. Ils sont obligés de rajouter. Mais ils l'ont fait
récemment, cet hiver, les concessionnaires Dodge, donc c'était écrit Dodge Ram, puis là, ils ont exigé que ce soit écrit camion Dodge Ram. Donc, ils ont fait changer à peu près tous les concessionnaires automobiles au Québec. Imagine une enseigne, là, c'est pas loin de 8, 9, 10 000 là, juste un bout d'enseigne là, éclairé. C'est des dépenses totalement inutiles. Parce qu'il disait que ça créait la confusion, que ça pouvait être. Dire que vu que Ram, c'est bélier, puis là, il dit on pourrait penser que ce serait des animaux. Oh my God. Ah, ça veut dire que ce gars-là, il arrive au party de Noël chez sa nouvelle blonde. Ah ouais, salut, ouais. Hey, écoute, ton nom, ouais, je m'appelle Monsieur X. OK, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, moi, je fais chez le monde. Écoute, je prends des commerces qui roulent super bien, que tout le monde connaît, emblématiques, puis je leur force à écrire des mots en français sur le racine. Ah, wow! Écoute, c'est quelque chose. Les exemples, je pourrais t'en donner plein. Il y a un magasin de guitare qui a fermé aujourd'hui. Ils l'ont annoncé. Ça fait 60 ans que ça existait. Puis ils ont marqué plusieurs problèmes, donc depuis la pandémie. Puis je le sais parce qu'ils ont passé aux nouvelles. Un des problèmes, c'était qu'exemple, sur la guitare, il y avait un bouton qui était écrit on-off, puis il exigeait à ce que ça soit en français. Donc au final, puis on l'a vu avec les électroménagers. À un moment donné, il fallait que ça soit. Mettez un collant, mettez quelque chose pour le on-off. Mais ça, on ne peut pas, mettons, justement, là, les gouvernements, tu sais, je veux dire, avoir. Ça, c'est du gros lobbyiste qui ont perd du temps, de l'argent, de l'énergie. Ils sont contents. Ils le poussent. Je comprends pas. On ne peut pas avoir des langages universels. Ils font les entreprises, puis ils ne le voient pas. C'est au final. Ça pourrait être un autre débat. Écoute, Priscilla, il va falloir que je te quitte parce que j'ai un meeting à 17h. Parfait. Hey, merci, Éric, parce que c'était super intéressant. Je vais vous faire le top 10 de où vous devez peut-être déménager ou investir, mais reste au Québec parce qu'on a besoin de vous autres, comme des gens comme toi, Éric. Merci beaucoup, Éric Gravel. On te suit sur Facebook. Ne manquez rien. OK, bye-bye. Ça a été Éric Gravel qui a été très généreux avec nous pour nous parler de sa vision de tout ce qui se passe en ce moment par rapport à taxer les riches. Est-ce que c'est une solution? Alors, on va s'amuser avec le décompte des pays qui serait intéressant peut-être de considérer. Puis mon but n'est pas de te pousser à vouloir déménager, mais c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs. Numéro 10. On parlerait du Portugal parce que les régimes fiscaux des résidents, c'est des incitations fiscales majeures via les statuts non résidents ou habituels, des visas spécifiques. C'est pour des professionnels et retraités étrangers, c'est très bénéfique pour là. C'est très abordable. C'est un des pays les plus sûrs avec un coût de la vie nettement inférieur à la moyenne occidentale. Puis moi, vous savez, j'avais déjà fait une chronique il y a peut-être 2-3 ans et on disait que le meilleur pays où déménager, c'était le Portugal. Fait que là, tu vois, il se retrouve en 10e position. Ils disent que là aussi, le marché immobilier est très fort et sécurisé là-bas pour les investisseurs du monde entier. Bon, fait que si tu veux t'acheter peut-être un immeuble, un plex à revenu, peut-être considérer le Portugal. Ensuite de ça, numéro 9, on aurait l'Autriche. L'Autriche, c'est au centre de l'Europe et aussi, on a un patrimoine préservé. Ça veut dire que c'est quand même un beau pays. Et l'économie est très solide et est axée sur l'industrie de pointe. Le tourisme, ça, on n'est pas surpris. Et aussi, le coût de la vie est maîtrisé. Ça veut dire un excellent ratio entre la sécurité et le revenu et le coût du logement par rapport à ses voisins. Voisins, j'imagine, ça doit être les villes à côté ou les autres pays. Alors, le numéro 8, est-ce que tu peux deviner c'est quoi? On entend souvent parler des bienfaits de ce pays-là, c'est le Danemark. Le Danemark, les salaires sont très élevés et il y a beaucoup d'innovation là-bas en affaires. Donc, une économie hautement numérisée. Puis on dirait que quand on pense Danemark, on pense qualité. Je ne sais pas ce que tu en penses, là. Alors, le numéro 8, Danemark. Si on monte plus haut, le numéro 7, j'ai jamais été, j'aimerais bien ça aller là, je ne sais pas si tu connais, la Nouvelle-Zélande. C'est une situation géographique déconnectée. Il y a des tensions géopolitiques quand même majeures mondiales. Ça, c'est intéressant qu'ils disent ça. Mais il y a une transparence financière. Fait que ça, c'est classé au sommet. Oh, ça, c'est intéressant. De l'absence de corruption. Donc, en Nouvelle-Zélande, absence de corruption. Puis la qualité de vie, bien, c'est un environnement naturel, si on le sait. Puis la criminalité, elle est très faible. Alors, ça veut dire que c'est sécuritaire. Numéro 6, une place qui est intéressante à considérer, c'est l'Islande. Ah, puis ça, c'est le numéro 1 de la sécurité. Ça veut dire que c'est un des pays les plus sûrs et les plus paisibles du monde. J'ai envie de te dire parce que ça a l'air d'être un peu plate avec là-bas. Non, c'est pas vrai. Mais les décors sont magnifiques. Et aussi, il y a des opportunités financières croissantes parce que dans l'énergie verte et le tourisme et l'innovation technologique. Ensuite de ça, on s'en va bientôt au top 1. Le top 5, ça serait, roulement de tambour, l'Irlande.
L'Irlande, qui a une croissance économique intéressante, c'est elle qui a la plus grande croissance, la plus dynamique d'Europe grâce à l'implantation des géants de la tech. Bon, on sait très bien, comme on a parlé plus tôt dans l'émission avec Julien Mboni de la crypto-monnaie, l'argent qui a été, la crypto, qui a de la fluctuation parce qu'il y a beaucoup d'argent de la crypto-monnaie qui sont rendus dans justement la technologie, comme l'intelligence artificielle. On sait très bien que c'est énorme en ce moment. Et bien, la sécurité en Irlande, elle est excellente, classée parmi les pays les plus pacifiques au monde selon le Global Peace Index. Tu vois, je ne savais pas qu'il y avait un Global Peace Index. Et c'est axé sur le marché européen dans les environnements d'affaires. Donc, c'est bon pour les gens en affaires. Et on s'en vient bientôt au numéro 1. Et le numéro 4, c'est le Luxembourg. C'est un pays qui est très riche. Ils disent que le PIB par habitant y est le plus élevé au monde. J'imagine que le coût de la vie doit être assez cher, par exemple. C'est très paisible, un climat politique serein et un taux de criminalité violent quasi inexistant. Ensuite de ça, on se déplace au numéro 3. On n'est pas surpris. On parle quel pays qui serait propice pour les investisseurs et les entrepreneurs parce que Québec solidaire leur dit clairement « partez, on va en trouver 10 autres ». Il y aurait les Émirats arabes unis. Bon, parce qu'on a la fameuse fiscalité à 0 %, aucun impôt sur le revenu des particuliers, sur les gains en capital et les successions. Sécurité absolue. Dubaï et Abu Dhabi figurent constamment parmi les villes les plus sûres du monde pour les familles. C'est quand même assez alléchant. Sauf qu'eux autres, la canicule qu'on vient en ce moment, ils doivent trouver que c'est un peu l'hiver pour eux parce que là-bas, il fait vraiment chaud. Puis les infrastructures, bien écoute, vous savez très bien que tout est A1 là-bas. Puis ils disent que les services de santé, éducation et de transport en commun sont les classes mondiales pour tous les résidents. C'est extraordinaire. Et le numéro 2, très intéressant, et je ne suis pas surprise, le Singapour. Singapour, c'est sûr que côté business, c'est très prisé. Là-bas, il y a 0 criminalité. Donc, une politique de tolérance zéro et un système de surveillance moderne. Système de surveillance moderne. Quelle belle façon poétique de dire que sont suivis et trackés, comme on appelle ça, la reconnaissance faciale. Donc, tolérance zéro parce que surveillance moderne garantisse une sécurité totale de jour comme de nuit. Et c'est le pays qui n'impose aucune taxe sur les gains en capital ni sur les dividendes pour Singapour. Intéressant. Numéro 2. C'était Singapour. Et le numéro 1, on y va pour la Suisse. Et oui, la Suisse, parce qu'il y a une stabilité monétaire, le franc suisse reste la valeur refuge par excellence face à l'inflation mondiale. Et bien, il y a une sécurité aussi, le taux de criminalité parmi les plus bas de la planète et une neutralité politique historique. Ça veut dire que tu as un peu la paix. Puis c'est bon pour les entreprises parce que la fiscalité y est modérée par rapport au reste de l'Europe avec des opportunités d'arrangements fiscaux. Arrangements fiscaux, quelle belle façon poétique de dire que peut-être que c'est des paradis fiscaux. Alors, c'était le tout pour la chronique suite à celle d'Éric Gravel qui parlait un peu de ce qui se passe par rapport à taxer les riches. C'était super intéressant son point. Si tu as manqué le début de l'émission va être disponible en balado sur le site et sur Spotify et toutes les applications de balado qui existent. Vous pouvez me suivre aussi sur Priscilla Audet pour Facebook, TikTok, Instagram. Ça va me faire un vrai plaisir de vous avoir. Et je partage plein de choses, dont les vidéos de la semaine et aussi certains épisodes en extrait. Alors aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses avec Julien Mboni qu'il ne faut pas se fier à la polémique des fois gouvernementale reliée justement avec Trump parce que ça fait des émois et la crypto-monnaie est là pour avoir un horizon long terme. C'est super important de se rappeler de ça et de ne pas faire confiance à n'importe quelle plateforme parce que c'est mieux de travailler avec un humain ou avec des plateformes vraiment reconnues pour ne pas avoir de mauvaises expériences parce que malheureusement, la mauvaise presse qui se fait avec la crypto-monnaie, c'est dû souvent à de la fraude qui a été faite par des gens mal intentionnés, mais surtout des applications ou des sites qui sont douteux. Alors, c'est important de se référer à des gens de connaissance. Et on a aussi parlé avec Lamia des langages de l'amour, parce que là, on est en Mercure rétrograde. Fait que si tu as des problèmes de communication, que ce soit par texto, que ce soit avec ta famille, tes amis, sache que ça a l'air que côté astrologiquement, c'est pas de ta faute. C'est à cause de Mercure rétrograde qui va finir le 23 juillet. Alors, ça a été l'émission d'aujourd'hui. Le trafic semble très léger, plus en direction vers Lévis. Fait que si vous en êtes de Québec vers Lévis, bienvenue sur la Rive-Sud. Et pour tous ceux qui quittent la Rive-Sud vers la Rive-Nord, c'est un peu plus lourd, mais pas si pire parce que de toute façon, vous avez nous autres à écouter. Puis après,
mon émission. S'ensuit de la super bonne musique parce qu'à CJMD 96.9 Lévis, c'est ça qu'on a. On a du bon beat, rock, hip-hop et dance. Et d'ailleurs, j'aimerais souligner les 8 ans à notre super ami Dominique qui est au règne de l'émission les vendredis pour le Party 969. Une des émissions, si j'ai envie de dire plutôt la meilleure émission de l'Amérique du Nord côté musique. C'est du bon beat, du bon monde. Puis aussi, j'aimerais te rappeler que si tu veux dépenser de l'énergie sur de la bonne musique, Tonic Gym et Maxiform, c'est la place où aller. Il y a au-dessus de 11 gyms à Québec, dont un bientôt à Saint-Lambert-de-Lauzon. C'est des gyms ouverts 24 heures. Puis c'est une marque qui est 100% québécoise. Hein? Puis là, maintenant, ils sont avec le tonic, c'est-à-dire que si vous êtes membre tonic et Maxiform, vous allez pouvoir aller dans tous les gyms. Là-bas, il y a des entraîneurs certifiés. Il y a des bars sur place pour avoir des shakes. Il y a aussi des boutiques que tu peux acheter tes suppléments. Puis il y a surtout du bon monde, de la bonne musique. Moi, tout ce que je veux aussi, c'est que tu ailles bien. Fait qu'on te donne de la bonne musique à station, puis on te donne des bons cues, où aller et quoi faire. Tu es avec Priscilla Audet dans le fameux show du retour, le show du retour en remplacement à CJMD 96.9. On se revoit demain, 15h15.